Aimerais-tu avoir une idée de ce à quoi l'aviation pourrait ressembler à l'avenir? Alors tu es au bon endroit. Lits superposés en classe économique, véhicules volants à la verticale, service de restauration à bord assuré par l'IA, attache ta ceinture et c'est parti pour le volume. Mais tout d'abord, permets-moi de te poser une question. As-tu déjà entendu parler des Crystal Cabin Awards? Ce sont en quelque sorte les Oscars de l'aménagement intérieur des avions. Nous te présentons quelques-uns des lauréats les plus récents. Voici le Skynest, un lit à plat pour les personnes voyageant en classe économique. Ces nids sont censés être utilisés sur les vols long courriers. Le design est basé sur un îlot de sommeil situé au milieu de l'avion. On peut réserver un créneau de 4 heures si l'on veut faire une vraie sieste pendant le volume. La meilleure nouvelle, c'est que ce concept devrait être introduit l'année prochaine. Lorsque tu voyageras en classe économique premium sur de longues distances, tu pourras bénéficier d'une conception plus intelligente des sièges. Il s'agit de sièges plus larges et d'accoudoirs jumeaux, ce qui signifie que tu n'auras plus à te battre avec tes voisins pour obtenir de l'espace. De plus, il y aura des rangées entièrement flexibles avec des coussins qui peuvent être surélevés, créant ainsi des lits à plat. Le groupe Lufthansa a promis que les passagers haut de gamme pourront réserver des suites avec des lits doubles et voyager sur des sièges chauffants ou rafraîchissants à température réglable. Comme tu le vois, ces jours-ci, les compagnies aériennes travaillent d'arrache-pied sur de nouvelles conceptions de cabines d'avion, et cela pourrait avoir un impact sur l'avenir du transport aérien dans son ensemble. Pour l'instant, elles se concentrent sur l'expérience des voyageurs à l'intérieur de l'avion. Il en résulte des produits époustouflants. Les suites de première classe de Singapore Airlines ou la cabine La Première d'Air France, qui devrait devenir l'une des meilleures cabines de première classe dans les airs. Elle comprendra des suites équipées de canapés et de fauteuils séparés, et chaque suite disposera de 5 fenêtres le long de la paroi de la cabine. Cela en fera la plus longue suite de première classe au monde. Mais Airbus a breveté l'idée d'une expérience de volume plus interactive, en particulier pour les passagers chanceux qui occupent des sièges avec hublot. À l'aide d'un équipement spécial capable de suivre les mouvements des yeux, l'avion pourrait mettre en évidence les objets significatifs que le passager regarde et lui fournir des informations détaillées, qui s'afficheraient sur un écran semi-transparent situé sur le hublot. Le brevet indique également qu'il est possible d'envoyer des données à des appareils connectés par Bluetooth ou Wi-Fi. Ainsi, les décollages et les atterrissages deviendraient beaucoup plus excitants, et tu pourrais obtenir des informations sur un nouveau pays ou une nouvelle ville. Qatar Airlines, à son tour, a eu l'idée des suites. Voici à quoi cela ressemble. Sur les côtés, il y aura des suites individuelles, tandis que la partie centrale pourra être transformée. Tu peux choisir une suite double pour voyager avec ton partenaire, ou tu peux avoir un espace privé, ou même déplacer les murs et transformer l'endroit en une suite quadruple que tu peux utiliser pour une réunion. Des améliorations pourraient également être apportées à la classe économique. Elles devraient t'offrir plus de confort, surtout sur un volume long courrier. Une société appelée Zodiac Seats a déposé un brevet basé sur une configuration de sièges en zigzag. Regarde cette allée qui contient 3 et 4 sièges, chacun d'entre eux étant orienté dans la direction opposée. Les passagers disposent ainsi de beaucoup plus d'espace pour les épaules que s'ils étaient assis dans des sièges ordinaires. De plus, les passagers bénéficient d'un grand espace pour les jambes. Certes, certaines personnes peuvent se sentir un peu mal à l'aise lorsqu'elles doivent faire face à leurs voisins pendant plus de 8 heures d'affilée. Mais ces améliorations de l'espace n'en valent-elles pas la peine? Bon, tu sais peut-être qu'il n'est pas facile de se déplacer dans la cabine pendant que les hôtesses de l'air servent les repas et les boissons. De plus, tu dois manger à une heure précise avec tout le monde. Ou, si tu n'as pas faim, renoncer complètement au repas. Les robots pourraient bien être la solution. Une entreprise a proposé d'utiliser des nacelles de taille parfaite qui pourraient glisser le long du rail au milieu de l'allée et livrer les boissons et la nourriture commandées par les passagers. Ainsi, tu pourrais recevoir ton repas à l'heure qui te convient le mieux, sans quitter ton siège. Cette solution est susceptible de résoudre les problèmes liés au service des repas. Mieux encore, elle pourrait permettre de réduire le nombre de cuisines dans les grands avions. Malheureusement, cette idée a été déposée il y a 60 ans et n'a pas encore été mise en œuvre. Elle n'est donc peut-être pas aussi géniale qu'elle en a l'air. Une autre idée liée au service de repas en volume consiste à utiliser l'IA. Selon CE Creator,
La technologie enregistrera ce que les passagers laissent sur leur plateau et utilisera ensuite ces données pour suggérer différents plans de restauration sur les vols suivants. Même si ces innovations semblent rendre les voyages beaucoup plus confortables, elles ne sont pas vraiment révolutionnaires. Mais regarde bien celle-ci, des avions à décollage et atterrissage verticaux. Le concept de cabine de taxi aérien de Hyundai Transys optimise l'espace et donne la priorité à l'intimité dans une cabine partagée. Si l'on parle de vol court, il y a City Airbus Next Gen. Il s'agit d'un véhicule entièrement électrique à décollage et atterrissage verticaux, doté de 4 sièges et basé sur le concept Lift and Cruise. Il peut opérer dans un rayon de 80 km et a une vitesse de croisière de 119 km/h. Une autre perspective étonnante est celle des avions de transport de passagers dotés de copilotes IA, ou même des pilotes. Certains experts affirment que les avions pourraient potentiellement être pilotés de manière entièrement automatisée. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée. Un pilote compétent fait partie d'un système de sécurité complexe qui réduit les risques et assure la sécurité des passagers. Les pilotes doivent être des navigateurs, des techniciens, des ingénieurs et des experts en météorologie. Au cours d'une journée de travail normale, un pilote doit traiter avec le personnel au sol, les autres équipages, le personnel de cabine, les contrôleurs aériens et les passagers. Ce n'est pas rien. Et n'oublions pas qu'ils doivent communiquer correctement, non seulement en termes d'aviation, mais aussi sur le plan interpersonnel. L'IA sera-t-elle capable d'en faire autant ? L'avenir nous le dira. Mais revenons aux idées les plus audacieuses sur l'avenir du transport aérien. Certains experts pensent qu'aux alentours de 2040, tu pourras faire un tour en avion hypersonique. Nombreux sont ceux qui pensent que l'ère des avions supersoniques s'est achevée en 2003, lorsque l'avion commercial Concorde a été mis hors service après des décennies de non-rentabilité. Mais il semble que la situation pourrait bientôt changer. Les nouveaux avions supersoniques voleront à des hauteurs incroyables et leur vitesse sera probablement au moins 6 fois supérieure à celle de n'importe quel autre avion de ligne. Ainsi, il faudra moins de 2 heures pour se rendre de New York à Londres. À titre de comparaison, il faut aujourd'hui 8 heures à un avion classique pour relier CS deux villes. Mais il y a un problème. Les billets d'avion supersoniques coûteront cher. Et statistiquement, les gens ont tendance à privilégier le prix à la vitesse. Les experts ne pensent donc pas que beaucoup de gens seront prêts à payer quelques milliers de dollars pour aller de Londres à Sydney en 4 heures. De plus, ces avions auront besoin d'une grande quantité d'hydrogène liquide, qui n'est pas bon marché actuellement. D'ailleurs, il se peut que vous ne reconnaissiez pas un avion de 2050. 6 machines volantes continueront d'évoluer au cours des prochaines décennies. Et il est fort probable qu'à un moment donné, les hublots commenceront à disparaître complètement des appareils. Les avions deviendront ainsi plus robustes et mieux adaptés aux vitesses élevées. Les hublots alourdissent les avions, ce qui se traduit par une plus grande consommation de carburant. Pas étonnant que les avions cargo n'aient pas de hublots. Les avions deviendront également plus élégants et seront probablement recouverts de panneaux solaires. Il existe aussi un concept d'avion dont la cabine est faite de polymère transparent. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je ne monterai jamais à bord d'un tel avion. C'est de l'aérophobie. Il y a fort à parier que dans quelques décennies, nous verrons un avion hypersonique doté d'un moteur à réaction capable de se transformer en fusée pour aller dans l'espace. L'oxygène liquide serait injecté dans l'échappement, transformant le moteur en fusée. Cela permettrait à l'avion d'atteindre des vitesses énormes. Sur le chemin du retour, le moteur redeviendrait un moteur à réaction normale. 2 février 1970, nous sommes sur une base de l'armée de l'air dans le Montana. Aujourd'hui, le 71e escadron de chasseurs intercepteurs prévoit d'organiser une sortie d'entraînement. 4 pilotes montent dans des avions à réaction et décollent. Peu après, l'un des pilotes active accidentellement le parachute de freinage. Un dôme en tissu sort de l'avion, il se remplit d'air et interrompt le vol. Le pilote doit atterrir. Les 3 autres pilotes continuent l'entraînement, ils arrivent à l'endroit désigné et commencent à simuler un combat aérien. Chaque pilote est un professionnel dans son domaine. Ils ont suivi une formation similaire de nombreuses fois, mais quelque chose d'étonnant va se produire ce jour-là. Le pilote de l'un des avions, le Major Curtis, doit se battre contre 2 autres avions. L'un des adversaires du Major est le capitaine Faust. Les 2 avions poursuivent leur cible. Le Major Curtis fait cabrer son avion et le dirige droit vers le haut. Les 2 poursuivants font de même.
Le major effectue une manœuvre, les ciseaux tournoyant verticaux. Il s'envole en spirale tout en faisant simultanément un tonneau. Puis il fait demi-tour et vole maintenant vers le bas en effectuant un piqué. Les poursuivants ne sont pas loin derrière. Le major Curtis fait une autre manœuvre aérienne. Il se met sur le côté et passe devant le capitaine Faust. À ce moment-là, l'avion du capitaine commence à trembler. Sa partie avant s'abaisse et le jet fonce vers le sol à grande vitesse. Le capitaine Faust ne peut rien faire. L'avion ne lui répond pas. Le manche ne fonctionne pas. Le moteur est en train de tomber en panne. Le capitaine active le parachute de freinage, mais cela ne fonctionne pas non plus. L'avion se rapproche de plus en plus du sol. Il ne peut plus être sauvé. Désormais, le capitaine Faust doit au moins sauver sa propre vie. Il s'éjecte et ouvre le parachute. Soudain, l'avion abandonné recommence à voler droit. Les volets sur les ailes sortent enfin et il arrête de tomber. L'avion sans pilote vole et descend lentement. Il va à une vitesse de 320 km/h et disparaît de la vue derrière les falaises. Le capitaine Faust atterrit en toute sécurité sur un champ recouvert de neige. Les autres pilotes assistent à la scène et craignent que l'avion ne tombe sur une ville voisine. Ils se dirigent immédiatement dans cette direction. À ce moment-là, l'avion sans pilote descend, touche le sol et glisse le long du champ. Ensuite, il fait un virage de 20 degrés et traverse une petite clôture. L'appareil s'immobilise dans le champ d'un fermier. Le propriétaire de la ferme appelle le shérif local. Le shérif arrive et appelle la base militaire la plus proche pour signaler ce qui s'est passé. Il s'approche de l'avion tombé pour évaluer les dégâts et éteindre le moteur qui ronronne. Mais dès qu'il s'approche, l'avion se met à vrombir et à trembler comme s'il voulait s'échapper de là. Les propriétaires de l'avion arrivent. Ils sont surpris car l'avion est presque en parfait état. Ils le ramènent à la base, le réparent et le remettent en service. En 2016, en Belgique, un train a circulé sans conducteur. Ce jour-là, des personnes dans 2 gares distinctes ont vu un train se déplacer lentement entre elles. Il ne s'est pas arrêté, n'a pas freiné ni accéléré. Il avançait tout simplement lentement. Les passagers ne pouvaient pas contacter le conducteur et sortir du véhicule car personne ne contrôlait le train à ce moment-là. La panique est montée. Les gens ont commencé à dire qu'un train fantôme sans conducteur était apparu. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins mystérieuse. Le train de voyageurs avait quitté la gare selon l'horaire prévu lorsque le conducteur a remarqué une sorte de dysfonctionnement. Il a arrêté le train et est sorti de la cabine pour voir ce qui se passait. Mais pour une raison quelconque, le train a redémarré tout seul et le conducteur n'a pas eu le temps de sauter dedans. Heureusement, tout s'est bien terminé. Le conducteur a averti tous ses collègues du train en fuite. Tout le monde a été évacué des gares. Puis, lors de son passage dans une gare, un conducteur courageux a sauté dans la cabine en mouvement et a finalement arrêté le train fou. En parlant de trains fantômes, on peut en voir au Royaume-Uni. Ils passent par des gares qui ont été abandonnées depuis longtemps. Si tu montes dans un tel train, tu seras probablement le seul passager. Les autorités laissent ces trains rouler car c'est économiquement rentable. Pour annuler l'itinéraire d'un train fantôme, il faut passer par de nombreuses procédures bureaucratiques et dépenser une fortune. Ainsi, il circule dans tout le pays et ne dérange personne. Maintenant, allons sur l'océan pour en savoir plus sur le navire qui a dérivé pendant plusieurs mois sans son capitaine. Le navire s'appelle l'Alta. Il avait été acheté par un nouveau propriétaire en 2017 et marqué du drapeau de la Tanzanie. Presque tous les cargos sont équipés de l'AIS. C'est un système de navigation qui fonctionne sur le principe du GPS. Tous les navires en sont équipés afin que leur mouvement dans l'océan puisse être suivi. Cette fonction a été désactivée pour l'Alta. Le navire a disparu des yeux des satellites et est réapparu plusieurs fois. En 2017, il a navigué près des villes portuaires grecques. L'Alta a fait 12 arrêts dans 3 de ces villes, dans différentes parties de la Grèce. Puis le signal AIS a disparu. 10 mois plus tard, l'Alta est réapparu sur la côte nord de l'Afrique. En septembre 2018, il se dirigeait vers Haïti. Pendant ce voyage, le moteur du bateau est tombé en panne. La rive la plus proche était très éloignée. Le navire a commencé à dériver. Quelques jours ont passé, l'équipage n'a pas pu réparer le navire. Les réserves de nourriture étaient presque épuisées. La situation empirait car un puissant ouragan s'approchait de l'endroit où le bateau était tombé en panne. Heureusement, un bateau de sauvetage est arrivé pour les marins
Ils ont tous été évacués peu avant que l'ouragan ne frappe. L'Alta est resté à la dérive dans l'océan. Après un certain temps, un autre navire est venu le remorquer jusqu'à la côte de la Guyane. Mais quelque chose a mal tourné. Quelqu'un a volé l'Alta. On ne sait pas qui l'a fait ni pourquoi. Puis presque un an s'est écoulé. Dans les eaux de l'océan Atlantique, un navire de la marine britannique a remarqué l'Alta à la dérive. Il n'y avait personne à bord, personne ne le contrôlait. Puis, presque 6 mois plus tard, un habitant d'une petite ville d'Irlande a vu le navire abandonné au large de la côte. D'une manière ou d'une autre, l'Alta avait pu parcourir la largeur de l'Atlantique et s'échouer sur la côte irlandaise. Les autorités irlandaises ont déclaré que c'était un miracle que personne d'autre n'ait vu le bateau. Il a navigué calmement sur une si longue distance, survivant aux tempêtes. Une enquête a été ouverte afin d'identifier le propriétaire du navire. Il était important de trouver la personne responsable qui remorquerait l'Alta. Mais c'était une tâche difficile et le propriétaire n'a pas été retrouvé. Un jour, un inconnu a appelé les autorités irlandaises et s'est présenté comme le propriétaire de l'Alta, mais n'a fourni aucune preuve. Quoi qu'il en soit, le record du navire qui a dérivé le plus longtemps sur l'océan appartient au SS Baishimo. Les gens ont vu ce vaisseau fantôme à différents moments pendant 38 ans. C'était un navire marchand appartenant à une société commerciale canadienne. En 1931, le navire a été bloqué par la glace au large des côtes de l'Alaska. Une forte tempête de neige a commencé. L'équipage a attendu une semaine que le mauvais temps passe, mais la tempête n'a fait que s'intensifier. Un jour, lorsque la tempête s'est un peu calmée, une partie de l'équipage s'est rendue dans la ville la plus proche. Le reste des membres de l'équipage et le capitaine ont installé un camp près du navire. La tempête n'a pas cessé pendant un long moment. Le blizzard était si fort que les gens ne pouvaient pas voir plus loin que leurs mains tendues. Enfin, lorsque la tempête a pris fin, le capitaine est parti à la recherche du navire, mais ne l'a pas trouvé. Il a décrété qu'il avait coulé pendant le blizzard. Une semaine plus tard, le navire a été retrouvé à la dérive, près de l'endroit où il s'était perdu. Sa coque était tellement endommagée qu'il était dangereux de naviguer dessus. Le capitaine a décidé d'abandonner le navire. Cependant, il n'a pas coulé. Pendant les 38 années suivantes, on l'a vu dériver à différents endroits le long de la côte de l'Alaska. La dernière fois que les gens ont vu le navire gelé coincé dans la glace, c'était en 1969. En 2006, un projet spécial a été créé pour retrouver le SS Baishimo. Cependant, pendant toutes ces années, ils n'ont rien trouvé. Son sort est toujours inconnu. Et il est probable que le navire ait rejoint sa dernière demeure sur les fonds marins de la mer des Chukchis. Les ingénieurs rendent les ailes des avions lisses pour permettre à l'air de circuler facilement autour de leur surface et réduire la résistance pendant le vol. Alors pourquoi ont-ils ajouté ces crochets jaunes convexes ? Ils nuisent évidemment à l'aérodynamisme. Certes, mais ils sont aussi nécessaires pour ta sécurité. Imagine un avion qui fait un amérissage d'urgence en pleine mer. Tout se passe bien, l'avion glisse sur l'eau, puis des canots de sauvetage naviguent jusqu'à lui pour évacuer les passagers. Ces derniers quittent l'avion par les sorties de secours situées au-dessus des ailes. Avant que la porte ne s'ouvre, le toboggan d'évacuation se gonfle. Les passagers doivent marcher sur l'aile et descendre sur le toboggan, mais la surface de l'aile est glissante à cause de l'eau. Ils risquent de tomber et de se blesser. Pour éviter cela, les stewards installent une corde de sauvetage. Ils attachent une extrémité à la porte et l'autre au bord de l'aile, en la faisant passer par ses crochets. Pendant l'évacuation, les gens peuvent s'accrocher à cette corde pour éviter de tomber. Avec une corde, on peut aussi attacher les canaux de sauvetage à l'aile pour que les courants ne les éloignent pas de l'avion. À propos, l'avion peut flotter pendant 10 minutes à 60 heures selon le modèle, les conditions météorologiques et les compétences du pilote. La sortie principale et la sortie de secours ont toutes deux des poignées supplémentaires pour les membres de l'équipage. Pendant une évacuation, les gens peuvent paniquer et pousser accidentellement les hôtesses de l'air. Pour éviter une chute, elles s'accrochent à ces poignées. La ceinture de sécurité dans un avion a une fonction légèrement différente de celle de ta voiture. Celle du véhicule te protège d'un choc horizontal. Lorsqu'un avion traverse des turbulences, il est secoué de haut en bas. Ta ceinture t'empêche de frapper le plafond avec ta tête. Les membres de l'équipage ont des menottes pour les passagers à problème. Si une personne se comporte mal et perturbe le vol, les agents de bord ont le droit de l'attacher à son siège. Pour ce faire, ils utilisent des menottes de police ou des attaches en plastique. C'est le maximum qui puisse être fait pendant le vol. Ensuite, ils signalent la personne à l'aéroport et la livrent à la police après l'atterrissage.
En cas d'urgence, les masques à oxygène tombent automatiquement. Ils ont une fonction supplémentaire que tu ne connais peut-être pas. Égaliser la pression et éviter la panique. La pression de l'air peut changer à cause des turbulences. Donc, entre autres choses, les masques aident les passagers à rester calmes. Ton siège est ton meilleur allié. Le gilet de sauvetage qui se trouve en dessous t'empêchera de te noyer. De plus, la surface du siège est faite d'un matériau imperméable. Si de l'eau pénètre dans la cabine, le siège t'évitera de geler puisqu'il ne sera pas mouillé. Il est aussi ignifuge. La housse peut empêcher le feu de se propager dans la cabine et peut te sauver des flammes. Bien sûr, tu n'auras probablement jamais à utiliser cette fonction, mais il est toujours bon de se sentir en sécurité, n'est-ce pas? Tu peux utiliser la tablette du siège devant toi pour fabriquer un repose-pied. Il suffit d'attacher une ceinture, une couverture ou une serviette autour de la table et d'y suspendre tes pieds. Tu as peut-être remarqué des triangles noirs sur le mur au-dessus des sièges. Pour toi, en tant que passager, ils peuvent indiquer les sièges qui ont la meilleure vue sur les ailes, où tu peux prendre les plus belles photos de vol. Mais les triangles n'ont pas été créés pour ton appareil photo. Les membres de l'équipage surveillent l'état de l'avion par les fenêtres situées sous ces panneaux. Imaginons que les ailes gèlent, que le moteur prenne feu ou que le pilote reçoive un signal concernant un problème quelconque. Dans ce cas, l'équipage se dirige rapidement vers les triangles et évalue la situation. Et toi, tu es là, assis sous le triangle, à regarder l'aile et à penser « Pourquoi les ailes sont-elles attachées à la partie inférieure de l'avion ? Ils auraient pu les installer au-dessus des fenêtres ou en plein milieu. » En fait, certains avions les ont au milieu ou encore plus haut, et chaque emplacement a du sens. Le moteur et les turbines se trouvent sous les ailes. Il est beaucoup plus facile de les réparer puisqu'ils sont proches du sol. Et en cas d'amérissage d'urgence, les ailes servent de bouée de sauvetage. Elles aident à maintenir l'avion sur l'eau. Les réservoirs de carburant vides sous l'aile peuvent aussi aider l'avion à flotter à la surface. Mais cette position présente aussi certains risques. Des débris de la piste d'atterrissage peuvent s'introduire dans les turbines. Heureusement, cela a peu de chances d'arriver puisque les pistes sont soigneusement nettoyées. Les avions dont les ailes sont au milieu présentent le moins de résistance à l'air. Les avions de chasse et les avions supersoniques sont conçus de cette façon. Les gros avions cargo ont leurs ailes au niveau de la partie supérieure de la carlingue. Grâce à cela, l'avion est plus proche du sol et il est ainsi plus facile de charger les cargaisons. De plus, il est plus sûr d'atterrir sur des pistes non préparées avec des ailes hautes car les débris n'entreront pas dans les turbines. L'aérodynamisme de ces avions fonctionne mieux grâce à de telles ailes. Ils ont moins de résistance à l'air et livrent les marchandises plus rapidement. L'oxygène à l'intérieur des masques est une combinaison de produits chimiques. Le transport de réserve d'oxygène serait trop cher pour la compagnie aérienne. Elle prendrait beaucoup de place et augmenterait le poids, ce qui entraînerait une consommation supplémentaire de carburant. Par conséquent, il y a un générateur d'oxygène chimique situé dans le panneau au-dessus de ta tête. Un petit réservoir contient des composés de barium, de sodium et de potassium qui se mélangent et créent une réaction chimique chaude qui libère de l'oxygène et le fait passer dans le masque. Les petits trous dans les hublots empêchent le verre de se briser. La pression de l'air à l'intérieur de l'avion est beaucoup plus élevée que celle de l'extérieur. La différence est si grande que l'air peut tout simplement briser le verre. Pour éviter cela, de petits trous sont percés. L'air y passe et réduit la charge sur la vitre. D'ailleurs, les hublots ont une forme ovale pour la même raison. C'est la forme idéale pour une répartition uniforme de l'air. S'ils étaient carrés ou triangulaires, l'humidité s'accumulerait dans les coins, ce qui pourrait les briser aussi. De plus, toute l'eau est asséchée grâce à ces trous. Les hublots sont faits de triple vitrage. Le verre extérieur encaisse la pression. Celui du milieu fonctionne comme un fusible. La troisième couche protège la deuxième des passagers qui aiment la toucher. Techniquement, l'avion pourrait voler avec une seule couche, mais ce serait dangereux. Une protection supplémentaire existe pour les roues. Elles subissent des charges énormes pendant l'atterrissage. Mais ne t'inquiète pas, elles n'éclateront pas. Les pneus peuvent résister à une pression 5 à 7 fois supérieure à celle qu'ils subissent réellement. Tu vois le panneau « Toilette » sur la porte ? Il y a un loquet secret en dessous. Les membres de l'équipage peuvent déverrouiller la porte de l'extérieur. Donc, ne t'attends pas à une intimité totale. Bien sûr, il est interdit aux autres passagers de le faire, mais le personnel de cabine peut l'ouvrir en cas d'urgence. Lorsque les agents de bord passent dans la cabine pendant le vol, ils touchent toujours les compartiments supérieurs au-dessus des sièges. Ils ne vérifient pas s'ils sont bien fermés. Le long des compartiments, il y a des poignées en forme d'arêtes dentelées.
Les hôtesses de l'air s'y accrochent pour ne pas tomber. C'est plutôt pratique, surtout pour ceux qui n'aiment pas toucher les sièges des passagers assis en allant aux toilettes. Il y a une raison importante pour laquelle les turbines sont situées sous les ailes. Auparavant, on les plaçait au niveau de la queue de l'avion pour améliorer l'aérodynamisme du vol. Si l'un des moteurs cessait de fonctionner, la cabine ne tremblait pas pour autant. Car oui, les avions peuvent voler avec qu'un seul moteur. De plus, les ailes étaient plus fines grâce aux turbines situées au niveau de la queue, ce qui était également meilleur pour l'aérodynamisme. Mais il s'est avéré qu'un tel emplacement entraînait des coûts supplémentaires. Le moteur dans la queue était peu pratique à entretenir. Il était en hauteur, si bien qu'il fallait un équipement spécial et plus de temps pour l'entretenir. Et bien sûr, cela affectait le prix du billet. On a donc commencé à installer les turbines sous les ailes pour économiser de l'argent et du temps. As-tu déjà remarqué une lumière clignotante dans la cabine avant le décollage ? Cela se produit lorsque le pilote déconnecte l'avion du réseau électrique de l'aéroport et passe au réseau embarqué. Cette transition rapide peut provoquer des clignotements. Un avion sans aucun signe d'identification s'approche des côtes de l'Indonésie. La situation n'est pas des plus paisibles et l'opérateur de vol est inquiet. 2 avions de chasse décollent, prêts à abattre l'avion non identifié. Tout va se terminer en catastrophe quand soudain les pilotes remarquent un détail étrange. 1er décembre 1941. Avec son équipe, le capitaine du Boeing 314 Robert Ford se prépare pour un très long vol à bord d'un des plus grands avions du monde. Le Boeing 314 Clipper California est un hydravion de grande capacité. Ne possédant pas de train d'atterrissage, il ne peut se poser que sur l'eau. Sa longueur est de 30,5 mètres et son envergure de 45,7 mètres. C'est plus grand qu'un immeuble de 6 étages. Et à bord de cet avion, il y a un restaurant, des zones de repos et même une chambre avec un lit. Malgré sa taille, le Clipper California peut voler pendant plus de 18 heures. Le capitaine Ford ne se doute pas de ce qui l'attend. Il monte dans l'avion. Le vol ira de San Francisco à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le premier arrêt est à Los Angeles. Il n'y a aucun problème à cela. L'arrêt suivant est à Pearl Harbor. Le vol se déroule bien. 7 décembre 1941. Cela fait 3 jours que l'avion a quitté Pearl Harbor. Il doit maintenant franchir la dernière étape de son voyage, le vol vers la Nouvelle-Zélande. Mais à ce moment, le capitaine Ford reçoit l'ordre de diriger l'avion vers la base alliée la plus proche. Le chemin du retour étant fermé, l'avion continue de voler vers la Nouvelle-Zélande. Après que le Clipper a atterri à l'aéroport d'Auckland, Ford reçoit un ordre qui lui semble impossible. Avec son équipe, ils doivent occulter tous les signes d'immatriculation et d'identification de l'avion et le ramener à l'aéroport de LaGuardia à New York. C'est-à-dire retraverser la planète. Cet itinéraire inédit est d'une longueur de 37 007 km. De toute l'histoire de l'aviation de cette époque, personne n'a déjà parcouru une telle distance. L'équipe ne possède ni carte, ni système de navigation moderne. Ils ne connaissent pas les terres qu'ils vont survoler, ils ne savent pas sur qui ils peuvent tomber en chemin, ni dans quels aéroports ils devront atterrir. Ils doivent entretenir et réparer l'avion eux-mêmes, s'occuper du carburant et tracer leur itinéraire. Et puis, ils n'ont presque pas d'argent. Immédiatement après avoir reçu l'ordre, l'équipe se rend à la bibliothèque d'Auckland. Ils étudient les atlas et les cartes afin de créer un plan de vol détaillé. Tout d'abord, ils doivent se rendre en Australie, puis voler vers l'Afrique en longeant la côte asiatique. Puis, ils doivent se rendre aux États-Unis. L'équipage repeint l'avion et se prépare au décollage. Avant le départ, un banquier ayant eu connaissance de leur situation leur donne 500 $. L'avion décolle. L'équipage n'a pas remarqué qu'ils ont oublié de repeindre le drapeau américain. Dans quelques jours, cela leur sauvera la vie. Avant d'arriver en Australie, ils s'envolent vers la Nouvelle-Calédonie pour évacuer un groupe de personnes. L'opération est réussie. En Australie, où l'équipe dépose les évacués, il leur faut faire le plein. Mais comme il n'y a pas de service de ravitaillement de Clipper à cet aéroport, l'équipe doit elle-même transporter 800 bidons d'essence. Et voici un détail important, le Boeing 314 n'utilise pas un carburant conventionnel. Il doit être rempli d'une essence d'aviation à indice d'octane élevé. Tôt le matin, le Clipper décolle et se dirige vers l'Indonésie. Le vol se déroule bien, ils approchent de l'aéroport. Pendant ce temps, le capitaine de la base où le Clipper est censé atterrir remarque un avion non identifié. Il ne sait pas par qui il est piloté, ni d'où il vient. Personne ne l'a prévenu. Il s'agit peut-être d'un avion ennemi. 2 avions de chasse décollent. Ils s'approchent du Clipper et ne voient aucune immatriculation sur son fuselage. Les pilotes sont sur le point d'attaquer, mais à ce moment, ils remarquent un drapeau américain. Si Robert Ford n'avait pas oublié de le recouvrir,
tout se serait mal terminé pour lui et son équipage. Les chasseurs autorisent l'atterrissage. Le Clipper se pose sur l'eau. Un bateau vient à la rencontre de l'équipage, mais s'arrête soudain. Il s'avère que l'avion a atterri sur une zone couverte de mines marines, et le bateau n'ose pas s'en approcher. Le Clipper se dirige vers le port en évitant miraculeusement le contact avec les mines. Robert Ford et son équipage sont bien accueillis. Ils vont vite se reposer avant de reprendre la route. Mais un gros problème se présente alors. L'avion est à court de carburant, et à la base navale, il n'y a que de l'essence ordinaire pour voiture. Personne ne sait si le moteur de l'avion pourra repartir. Il pourrait prendre feu ou simplement ne pas fonctionner, mais ils n'ont pas le choix. Ils remplissent les réservoirs avec le carburant ordinaire. Le capitaine décide de décoller en utilisant les restes du carburant d'aviation et pendant le vol, il passe au réservoir contenant l'essence ordinaire. Le moteur de l'avion se met à faire un bruit anormal. Mais au bout d'un petit moment, cela se calme. Le vol continue. Pendant 19 heures, ils volent avec ce carburant dangereux. Leur prochain arrêt est Ceylan. Le ciel est couvert de nuages. Le pilote, ne voyant ni la côte ni l'aéroport, décide de faire descendre l'avion au-dessous des nuages. Ils volent maintenant à une altitude de 90 mètres au-dessus de la surface de la mer et remarquent une énorme baleine. L'avion s'approche et... ce n'est pas une baleine, c'est un navire ennemi. Le Clipper commence à reprendre de l'altitude pour se cacher dans les nuages. Finalement, ils se trouvent à nouveau enveloppés de voiles blancs. Ils entendent des explosions et des détonations tout autour de l'appareil. Le Clipper vole avec une visibilité nulle pendant 60 minutes. Enfin, les nuages se dissipent et ils aperçoivent le port de Ceylan. L'équipe fait une courte escale et poursuit son voyage. Dès que l'avion décolle, l'un des moteurs explose. Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de trop s'éloigner du port. Ils peuvent donc faire atterrir l'avion et réparer le moteur. Le Clipper poursuit sa mission. Robert Ford et son équipage volent principalement au-dessus des terres. C'est très risqué étant donné que l'avion n'a pas de train d'atterrissage et qu'il ne peut donc pas se poser sur une surface solide. Enfin, ils arrivent au Congo. L'équipage y passe un moment agréable, reprend des forces, se repose et surtout obtient de l'essence d'aviation à haut indice d'octane. Tout va pour le mieux, mais une autre épreuve les attend. Maintenant, nos aviateurs vont devoir franchir la plus longue étape de leur voyage. Leur prochain arrêt est une ville portuaire du Brésil et la distance qui les en sépare est de 5632 km à travers l'océan. La distance de vol maximale du Boeing 314 est de 5900 km. Toute déviation de la trajectoire ou des vents contraires trop forts pourrait empêcher l'avion d'atteindre sa destination. Inquiet, l'équipage fait le plein et charge du carburant supplémentaire dans l'avion. Il quitte le Congo en décollant d'un bras étroit de son fleuve. Mais le pilote remarque une chute d'eau à quelques kilomètres devant eux. L'avion doit de toute urgence prendre de l'altitude, mais il n'y arrive pas. La trop grande quantité de carburant supplémentaire empêche le Clipper de s'élever. La chute d'eau se rapproche. À la dernière seconde, l'avion parvient à s'élever à la hauteur voulue. Mais même après la chute d'eau, le Boeing n'est toujours pas assez haut. Il plane juste au-dessus des falaises côtières. Une légère inclinaison pourrait entraîner l'accident. Heureusement, ils parviennent à passer sains et saufs. L'avion s'élève jusqu'à la bonne altitude. Pendant le vol du Congo au Brésil, l'équipage a battu un nouveau record. Ils ont volé pendant 23 heures et 35 minutes. Fatigués, ils atterrissent enfin dans la ville de Natal où ils sont attendus. Cependant, ce répit ne dure pas longtemps. 2 heures plus tard, ils décollent à nouveau pour rejoindre leur destination suivante, une base aérienne au Panama. 6 janvier 1942, 5h54 du matin. Le déjà légendaire Boeing 314 s'approche de LaGuardia à New York. L'équipage est impatient de terminer son voyage. Ils contactent la tour de contrôle et on leur dit qu'ils ne pourront atterrir qu'après 7 heures du matin, car l'aérogare ne commence à fonctionner qu'à cette heure-là. Pendant 1 heure, Robert Ford et son équipe tournent donc en rond dans le ciel. Il s'agissait probablement de l'heure la plus longue de toute leur vie. Finalement, leur mission est terminée. Le Boeing 314 devient le premier avion de ligne à effectuer un voyage presque tout autour du monde. Ce long voyage a duré plus d'1 mois. L'avion aura passé 209 heures ou 8 jours dans les airs et il aura parcouru plus de 48 270 km et effectué 18 atterrissages. Tous les avions transportant plus de 19 passagers doivent être équipés d'une hache d'urgence. Elle est généralement installée quelque part dans l'appareil comme dispositif de sécurité contre les incendies. Ainsi, en cas d'incendie électrique, les membres d'équipage peuvent ouvrir le cockpit ou couper des cloisons. Les pilotes peuvent même casser le pare-brise si quelque chose de grave se produit et que les passagers doivent être évacués. Leur couleur blanche sert à protéger les avions de ligne contre le rayonnement solaire et ses effets.
Les avions doivent rester au frais dans les aéroports des pays très chauds pendant que les passagers embarquent et débarquent. La peinture blanche brillante réfléchit les rayons du soleil. Elle protège aussi certaines parties de l'avion qui sont faites de matériaux composites et évite qu'elles ne s'abîment. Les rayons ultraviolets étant plus élevés à haute altitude. Les avions de ligne doivent atteindre une vitesse minimale de 250 km/h pour être stables et effectuer leur décollage en toute sécurité. Certains avions plus petits peuvent maintenir leur altitude même à des vitesses avoisinant les 50 km/h. Mais à une vitesse aussi faible, un avion peut rapidement être déstabilisé et peut même ne pas réussir son décollage. Les traînées blanches que les avions laissent derrière eux, également appelées traînées de condensation, sont créées par de la vapeur d'eau. La vapeur est produite pendant la combustion du carburant dans les moteurs des avions. Lorsque l'avion atteint son altitude de croisière à 10 000 mètres, les températures deviennent très basses. Environ moins 55 degrés Celsius. C'est vraiment très froid, par conséquent l'eau se transforme en particules de glace. La durée pendant laquelle ces particules vont rester visibles dépend principalement de l'humidité. Plus le taux d'humidité est élevé, plus ces traînées sont épaisses et elles restent visibles même longtemps après que l'avion s'est éloigné. Dans le monde entier, des avions sont frappés par la foudre presque tous les jours. Un avion ordinaire en service commercial est frappé en moyenne une fois par an. La fréquence à laquelle cela se produit dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le nombre d'atterrissages et de décollages effectués par l'avion. Car la foudre frappe surtout à des hauteurs comprises entre 1500 mètres et 4500 mètres. Cela dépend aussi de l'emplacement. Par exemple, il est plus probable qu'un avion soit frappé par la foudre autour de l'équateur que dans certaines autres parties du monde. Les avions modernes sont conçus pour résister à la foudre. Grâce à des tests, on s'assure qu'ils sont capables de supporter ces impacts. Les avions volent généralement à des altitudes allant jusqu'à 11 km. Il y a quelques avantages, par exemple une plus faible traînée aérodynamique, ce qui signifie aussi une consommation plus faible de carburant. Les températures en altitude sont également plus basses, ce qui rend les moteurs à réaction plus efficaces. Cette partie de l'atmosphère est aussi moins turbulente, ce qui contribue à rendre les vols plus agréables. Certains avions sont déjà allés dans l'espace, mais pas ceux que tu vois dans les aéroports. Ces avions classiques ont besoin d'air pour s'élever et l'espace n'est fait que de vide. Le premier avion à être entré dans l'espace a été conçu il y a environ 70 ans. Lors de son premier vol, il a généré de la portance et de la stabilité grâce à des ailes fines et courtes. Il a voyagé à plus de 5 fois la vitesse du son. Il y a au moins 1 sextillion de planètes dans notre univers. Pour te donner une idée de l'énormité de ce chiffre, notre planète pèse presque 1 sextillion de fois plus qu'un ours ou un animal similaire. Aucune de ces planètes n'est cubique, triangulaire ou d'autres formes, elles sont toutes rondes. À ses débuts, une planète n'est qu'un nuage de poussière et de roches qui tourne autour d'une étoile centrale. La poussière et les petits morceaux s'attirent les uns les autres en raison de la gravité, et ils continuent à le faire jusqu'à ce qu'ils forment une masse compacte. Maintenant, cette masse commence à attirer plus de matière. Elle grandit et devient plus grosse jusqu'à ce qu'elle ait fini de collecter tout ce qui se trouve autour d'elle. Les forces gravitationnelles agissent de façon égale dans toutes les directions, ce qui donne à la masse une forme ronde, bien qu'elle ne soit pas une forme parfaite. Notre planète, par exemple, est presque une sphère, mais avec un renflement au milieu. Le renflement est là parce que la Terre tourne. Chaque fois qu'elle tourne sur son axe, la partie centrale se déplace plus loin que le sommet. L'équateur se déplace plus rapidement que les pôles. Et plus tu fais tourner quelque chose rapidement, plus tu le projettes vers l'extérieur. Le son se déplace 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. C'est une onde et c'est pourquoi il se déplace plus vite dans une substance plus dense. Les particules qui sont proches les unes des autres, comme dans les substances les plus denses, se heurteront plus facilement entre elles. L'eau est plus dense, il y a 800 fois plus de particules dans une bouteille d'eau que dans une bouteille de la même taille remplie d'air. Si les bulles sont rondes, c'est parce qu'elles se forment lorsqu'une fine membrane comme celle de l'eau savonneuse emprisonne l'air. Les molécules de la membrane s'attirent les unes les autres, ainsi elles viennent à former une sphère car c'est là la plus petite surface possible, capable de contenir un volume donné. Elles ne peuvent pas devenir plus petites à cause de l'air qu'elles contiennent.
Tu peux transformer ton crayon en diamant si tu appliques une température de 1400 degrés Celsius et une pression de 55 000 atmosphères. Tu peux transformer le graphite en diamant. Ce sont en fait deux variations d'un seul élément chimique, le carbone. Les diamants ne sont pas seulement utilisés en bijouterie, mais aussi à différentes fins, par exemple comme outil de coupe pour les appareils électroniques. Les castors sont d'incroyables bâtisseurs capables de créer des structures complexes au bord des rivières. Ils les construisent pour se protéger des animaux sauvages qui pourraient s'en prendre à eux, comme les loups ou les ours, mais pas de la façon dont on pourrait le croire au premier abord. Les castors ne vivent pas vraiment dans leurs barrages. Ils les utilisent seulement comme barrière pour créer une sorte de bassin d'eau plus profonde. C'est là que se trouve leur véritable maison, au milieu de cette étendue d'eau. C'est comme une petite île ou une cabane en forme de dôme. C'est une zone sèche où les castors sont en sécurité. Ils peuvent aussi y stocker leur nourriture. Ces étendues sont suffisamment profondes pour éviter la présence d'autres animaux terrestres. Les castors creusent des tunnels sous-marins qui relient la terre à leur maison. Si un prédateur arrive, ils peuvent rapidement se réfugier en lieu sûr. Certains animaux dorment debout. Les zèbres, les éléphants, les chevaux et certains oiseaux comme les flamants roses. Les vaches peuvent aussi dormir debout, mais elles préfèrent se coucher quand elles veulent se reposer. Pour dormir debout, les animaux doivent être capables de bloquer leurs genoux afin que leurs pattes restent droites et verticales. De cette façon, ils n'ont pas besoin de mobiliser leurs muscles. Il est nécessaire pour ces animaux de dormir debout car ils seraient probablement trop lents à réagir si un prédateur les attaquait. Lorsque nous rions dans certaines situations désagréables ou lorsque nous nous sentons nerveux, nous essayons en fait de masquer nos véritables émotions. Par exemple, tu fais quelque chose d'embarrassant et tu essaies de dissimuler la honte que tu ressens. De plus, nous sommes plus détendus après avoir ri, donc si tu glousses nerveusement dans une situation désagréable, cela peut t'aider à évacuer certaines de tes émotions négatives. Lorsque tu achètes une bouteille d'eau, tu peux voir qu'elle a une date d'expiration. Ce n'est pas que l'eau à l'intérieur va finir par tourner. La date d'expiration est là parce que le plastique de la bouteille peut commencer à pénétrer dans l'eau au fil du temps et la contaminer avec des particules chimiques qui pourraient être mauvaises pour la santé. La Lune a son propre fuseau horaire. Les astronomes ont créé une montre spéciale pour ceux qui vont sur la Lune. Elle mesure le temps en lunaison, c'est-à-dire la durée nécessaire à la Lune pour tourner autour de notre planète. La Lune tourne autour de la Terre en un peu plus de 27 jours. Tu peux décaféiner ton café si tu l'emmènes dans un sauna pour humidifier la graine de café vert à des températures comprises entre 70 degrés et 100 degrés Celsius. Le but est d'obtenir 10 mg ou moins de caféine par café. C'est à ce moment-là que tu peux le classer dans la catégorie décaféiné. Une portion de café ordinaire contient 80 mg de caféine. Il y a une raison pour laquelle la Terre tourne sur elle-même. Notre système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. À l'époque, il n'y avait à sa place qu'un nuage de poussière et de gaz. Les molécules et les atomes de ce nuage avaient tendance à tourner dans une certaine direction. Ce nuage s'est effondré sous l'effet des forces gravitationnelles, la gravité a amplifié sa rotation initiale, puis l'a aplati en un disque. Notre planète s'est formée à l'intérieur de ce disque et elle tourne depuis dans cette même direction d'origine. Les pneus du train d'atterrissage n'éclatent pas car ils sont conçus pour une charge 4 à 5 fois supérieure à celle qu'ils subissent lors de l'atterrissage. La roue elle-même peut se casser, mais le pneu n'éclate pas. Cette petite astuce basée sur la psychologie comportementale peut t'aider à choisir la file la plus rapide à l'aéroport. S'il y a plusieurs lignes à l'enregistrement, opte pour celle de gauche. Tu devrais arriver plus rapidement au comptoir de cette façon. La plupart des gens sont droitiers et choisissent intuitivement le côté droit. Ta peau devient généralement un peu sèche pendant le vol. Cela se produit en raison du faible taux d'humidité dans la cabine. Apporte une bonne crème hydratante avec toi pour garder ta peau hydratée à bord. Savais-tu que le pilote et le copilote d'un avion mangent toujours des repas différents avant un vol ? De cette façon, si l'un d'eux a une intoxication alimentaire, l'autre pourra prendre le contrôle de l'appareil. Les tablettes d'avion font partie des surfaces les plus sales de la cabine, alors assure-toi de te laver les mains fréquemment. Et nettoie la tablette avec une lingette antibactérienne pour te débarrasser de toutes les bactéries qui y pullulent. Si tu es assis sur un siège côté couloir, tu peux avoir plus d'espace pour allonger tes jambes. Il te suffit d'appuyer sur le bouton situé sous la coudoir le plus à l'extérieur.
Cela fera remonter l'accoudoir, te donnant plus d'espace pour tes jambes et empêchant l'accoudoir de s'enfoncer dans tes côtes. Voici une raison pour laquelle la lumière de la cabine est tamisée. Les passagers doivent s'habituer à l'obscurité au cas où un atterrissage d'urgence aurait lieu la nuit. De cette façon, leurs yeux seront déjà habitués à l'absence de lumière, ce qui facilitera l'évacuation. Les agents de bord te demandent de relever les stores des hublots pour qu'ils puissent voir ce qui se passe dehors. Ainsi, ils peuvent choisir la meilleure façon d'évacuer les passagers en cas d'urgence. Presque tous les avions de ligne sont blancs, car cette couleur reflète le mieux les rayons du soleil et empêche l'avion de surchauffer. Une autre bonne raison est que la peinture blanche est moins chère. De plus, les ouvriers et les ingénieurs peuvent facilement remarquer tout dommage sur une surface blanche. Il est préférable d'éviter de prendre des décisions importantes pendant un vol. Ton cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène à de telles hauteurs et cela affecte négativement son fonctionnement. Le chewing-gum, les bonbons durs et les bonbons à la menthe peuvent t'aider à éviter d'avoir les oreilles qui se bouchent pendant le décollage et l'atterrissage. Ce n'est pas grâce au bonbon lui-même, mais grâce au processus de déglutition. Bâiller aide aussi. Quant au chewing-gum, il aide aussi à se débarrasser de cette mauvaise haleine causée par l'air raréfié des hautes altitudes qui retire l'humidité de ton corps. L'air sec peut te donner l'impression que tu es en train de prendre froid. L'air de la cabine assèche ton nez et ta gorge comme si tu avais les symptômes d'un rhume. Ces symptômes disparaissent généralement juste après l'atterrissage. L'eau utilisée pour faire du café et du thé à bord n'est pas toujours très propre. De nombreuses compagnies utilisent aujourd'hui de très bons filtres à eau, mais il vaut mieux demander de l'eau en bouteille si tu as soif. Ce petit triangle sur la paroi de l'avion au-dessus de ton siège signifie beaucoup pour les agents de bord. Ces triangles marquent les fenêtres à travers lesquelles tu peux voir les feux clignotants. Ceci signale la rétractation des freins d'atterrissage et la fermeture des volets. Mettons que les pilotes découvrent qu'il y a un problème. Dans ce cas, un agent de bord se précipitera vers la fenêtre nécessaire pour vérifier ce qui se passe. Et pour les passagers, c'est simplement le meilleur endroit pour les photos puisque tu peux voir les ailes parfaitement. Les sièges situés au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, sont les meilleurs si tu as le mal des transports. Cette zone est plus équilibrée et tremble moins pendant les turbulences. Si tu as tendance à être nerveux pendant le vol, fais un peu d'exercice physique juste avant de monter dans l'avion. Une petite séance d'entraînement aide à réduire ton niveau de stress et fait en sorte que ton corps libère des endorphines, les hormones du bonheur. De plus, cette activité physique compense les heures que tu passes assis sans bouger. Les turbines sont placées sous les ailes car cela rend l'entretien des moteurs moins cher, plus rapide et plus facile. Auparavant, elles étaient placées au niveau de la queue. Cela nécessitait un équipement coûteux et beaucoup plus de temps pour les réparer. Lorsqu'on a commencé à installer les moteurs sous les ailes, le prix des billets a baissé. Imagine que tu voles dans une montgolfière. Tu vois le système de brûleur installé sous le ballon, aussi appelé enveloppe. Il chauffe l'air à l'intérieur, ce qui fait monter la montgolfière. Les turbulences à bord d'un avion sont ce même air chaud, mais créé par la nature. Lorsque l'air se réchauffe, il fait monter un avion. Lorsqu'il devient plus froid, l'avion descend. Et les passagers ont l'impression de faire des montagnes russes. Un courant d'air chaud laissé par un autre avion peut aussi provoquer des turbulences. C'est un phénomène courant sur la plupart des vols. Mais généralement, les turbulences sont si légères que les passagers ne les ressentent pas. Sais-tu que les avions peuvent voler même après la panne d'un moteur ? Les pilotes peuvent gérer une telle situation d'urgence et faire atterrir l'avion en toute sécurité. Les passagers peuvent ressentir une légère inclinaison pendant le vol, mais dans la plupart des cas, ils ne savent même pas que l'avion vole avec un seul moteur. Tes yeux reçoivent l'oxygène directement de l'air. Il n'est pas acheminé par le sang. Tes yeux peuvent donc être un peu secs pendant le vol. Mets des gouttes pour les yeux dans ton bagage cabine. Elles t'aideront à garder tes yeux humides. Il est interdit de transporter de grands volumes de liquide à bord car certaines substances dangereuses peuvent facilement être dissoutes dans l'eau. Si un avion doit amérir, ses ailes deviennent des bouées de sauvetage. Les réservoirs de carburant vides aident aussi les avions à flotter. D'ailleurs, il peut s'écouler de 10 à 60 heures avant que l'avion ne coule. Tout dépend du modèle, des conditions météorologiques et de la compétence des pilotes. Ces hôtesses de l'air souriantes que tu rencontres lorsque tu entres dans la cabine cachent généralement leurs mains derrière leur dos. Elles comptent les personnes qui entrent dans l'avion pour s'assurer que tous les passagers soient à bord. Malgré tout ce que les gens disent sur la nourriture dans les avions, elle n'est en réalité pas si mauvaise. Le problème, c'est ton sens du goût, qui n'est plus aussi performant car l'air de la cabine rend ta bouche sèche. Il émousse aussi ton odorat.
C'est pourquoi les compagnies aériennes ajoutent beaucoup d'épices et de sel à leurs repas. Est-il vrai que tes cheveux poussent plus vite pendant un vol? Pas vraiment. Les scientifiques n'ont pas réussi à le prouver. Ce mythe est apparu dans la première partie du XXe siècle, lorsque certains passagers ont remarqué que leur barbe avait davantage poussé pendant un vol. Il est normal que les gens aient des maux de tête pendant un vol, surtout juste après le décollage. Tu montes à une altitude plus élevée que le mont Everest en l'espace de 10 minutes environ. Ces changements se produisent trop rapidement pour que ton corps puisse s'adapter. Les ceintures de sécurité des avions sont placées au-dessus de ton ventre pour t'éviter d'être projeté contre le plafond en cas de turbulence. Lorsque cela se produit, l'avion commence à bouger de haut en bas et ta ceinture te maintient fermement. A l'inverse, les ceintures de sécurité dans les voitures protègent les gens des collisions horizontales. Les avions ont une protection spéciale contre la foudre. Même si elle frappe, les passagers ne la sentiront pas. Les avions sont recouverts d'un revêtement en aluminium qui conduit le courant électrique mais ne le laisse pas pénétrer à l'intérieur de l'avion. L'électronique et les réservoirs de carburant ont aussi une protection supplémentaire. Les sièges d'avion sont inconfortables parce que les compagnies aériennes essaient de faire entrer le maximum de passagers dans un avion. C'est pourquoi il y a si peu d'espace entre les sièges. 2 rangées supplémentaires signifient 12 passagers de plus. En outre, les compagnies fabriquent des sièges d'avion plus légers pour économiser sur les coûts de carburant. Même un poids supplémentaire, apparemment insignifiant, peut coûter des milliers d'euros à une compagnie aérienne. Et au fait, ton siège a un revêtement ignifuge. C'est nécessaire pour éviter qu'un incendie ne se propage en cas d'accident. Les employés d'aéroports transportent les bagages non réclamés dans des centres spéciaux. Si le propriétaire ne se manifeste pas dans les 3 mois, le bagage est mis en vente dans des magasins spécialisés. Autrefois, tu ne pouvais pas utiliser ton téléphone dans un avion car les téléphones portables étaient dangereux pour la navigation. Leurs signaux radio pouvaient perturber les réglages de l'électronique des avions. Les masques à oxygène tombent non seulement pendant les fortes turbulences, mais aussi lorsque la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change radicalement. Les passagers ne risquent rien s'ils mettent leur masque à oxygène. Mais de tels cas sont considérés comme une urgence et les pilotes font de leur mieux pour descendre rapidement à une altitude sûre afin que les passagers puissent respirer sans masque à oxygène. Bonjour, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Bienvenue à bord de notre vol reliant San Francisco à New York. Attachez vos ceintures, je vais vous détailler ce qui se passe dans l'avion à différentes étapes du vol. L'embarcation se fait toujours du côté gauche car c'est le côté où est installé le pilote. Cela lui permet donc d'aligner aisément l'avion avec la passerelle d'embarquement. D'autre part, c'est du côté droit que l'avion est ravitaillé en carburant et que les bagages sont chargés. Tandis que les passagers embarquent par la gauche, l'équipage peut donc faire son travail sans être dérangé. Si ton but est de quitter l'avion aussi vite que possible à l'atterrissage, choisis un siège côté couloir à l'avant de l'avion. Si tu préfères un vol confortable, installe-toi au milieu de l'avion. Les turbulences y sont moins perceptibles. Encore mieux, en choisissant un siège à côté d'une issue de secours, tu auras plus d'espace pour tes jambes et tu pourras même en profiter pour t'étirer. Si ta priorité est la sécurité, la meilleure option se situe à l'arrière de l'avion. Une fois installé, prends le temps de repérer les sorties de secours et compte le nombre de rangées qui te séparent de la sortie la plus proche. Cela peut te sauver la vie s'il te faut quitter l'avion au plus vite. Tu trouveras la sortie facilement, même dans le noir complet. Il te suffira alors de compter les sièges à tâtons afin de retrouver la sortie localisée en avance par tes soins. Embarquement terminé, préparez-vous au décollage. Le personnel de cabine parcourt les allées pour s'assurer que tous les passagers suivent bien les instructions. C'est fait, tout le monde est attaché, les volets sont ouverts, il n'y a personne dans les toilettes et le couloir est dégagé. Alors pourquoi sommes-nous encore à l'arrêt? Paré au décollage. Il se trouve qu'en fait, l'avion doit attendre un moment avant tout pour des raisons de sécurité. Lorsqu'un avion décolle, il génère 2 forces puissantes. La première est le jet wash, un gaz ultra rapide dont la puissance est telle qu'il peut facilement retourner une voiture. Il faut donc avant tout s'assurer que personne ne se trouve dans les parages. L'autre force en jeu vient des tourbillons formés à la pointe des ailes par le vent qui permet l'envol. Ces puissantes forces rotatives partent des 2 ailes et restent en présence pendant environ 3 minutes après le décollage d'un avion. Si un autre avion prend son envol alors que ces tourbillons sont encore présents, le pilote pourrait perdre le contrôle de la rotation de l'appareil et l'avion finirait par se retourner et s'écraser sur le tarmac.
C'est pourquoi aucun avion n'est autorisé à décoller sans attendre au moins 3 minutes après le départ de l'avion précédent. Retour à la cabine du pilote. On y trouve 2 personnes, le pilote et le copilote. S'il arrive quelque chose au pilote, le copilote peut alors prendre le relais. Tous deux doivent manger des plats différents pour réduire tout risque d'intoxication commune. Pendant que le premier contrôle l'appareil et règle le pilote automatique, le second surveille les commandes et ou communique avec la tour de contrôle. Il existe aussi des checklists contenant les normes de sécurité à respecter à différentes étapes du voyage. Ainsi, pendant que le commandant se concentre sur l'itinéraire, le copilote peut compléter les checklists et s'assurer que tout se déroule comme prévu. Voler est très coûteux. C'est pourquoi les passagers, autant que les compagnies, souhaitent que le vol soit aussi rapide et court que possible. Le chemin le plus court est toujours la ligne droite. Pourtant, les trajectoires aériennes ressemblent plutôt à des arcs de cercle. Eh bien, c'est parce que la Terre n'est pas plate, comme l'est une carte, mais sphérique. Les trajectoires des avions sont bien rectilignes en réalité et deviennent courbes une fois projetées sur une carte plane. Chaque compagnie aérienne veut que chaque avion effectue son trajet de la manière la plus efficace, mais avec des centaines d'avions qui volent chaque jour, souvent dans la même direction, les routes aériennes sont très fréquentées. Les données relatives à l'itinéraire de chaque avion sont donc planifiées à l'avance et téléchargées dans le système. Il y a toujours plusieurs routes possibles afin que le pilote dispose d'alternatives si quelque chose se passe mal ou si les conditions météo évoluent. Le commandant peut activer le pilote automatique qui contrôlera l'avion en suivant le plan de vol téléchargé et maintiendra des données comme l'altitude, la vitesse et la direction. Les pilotes garderont un œil sur ce dernier tout en se concentrant sur d'autres tâches comme la navigation, la planification et la communication avec le contrôle aérien. Au sol, le contrôle aérien est géré par des aiguilleurs qui surveillent les avions et s'assurent qu'ils ne se rapprochent pas trop les uns des autres. Le trafic aérien est particulièrement dense à certains endroits. C'est pourquoi, quand un avion entre dans une telle zone, il doit suivre un itinéraire très précis. Il existe aussi des points définis appelés balises d'aide à la navigation, abrégées en NAVEDS. Ce sont des appareils au sol qui envoient des signaux radio vers le ciel pour aider les avions à se localiser. Il y a aussi les waypoints, qui font office de points de repère nécessaires à la géolocalisation. Ils sont implantés dans les systèmes GPS et les avions doivent les suivre. En gros, l'idée est de voler d'un waypoint à un autre jusqu'au lieu de destination. Il est temps maintenant d'amorcer la descente. Tu peux voir l'altitude de l'avion sur le panneau de contrôle. En connaissant la vitesse de l'avion, les pilotes peuvent calculer à quelle distance ils doivent commencer à décliner. Si leur altitude est de 27 000 pieds, 8 200 mètres, et que leur vitesse est de 300 000 nautiques par heure, 555 km/h, le premier nombre divisé par le second donne 90 000 nautiques, 166 km. C'est à partir de là qu'ils devront amorcer la plongée pour maintenir une bonne trajectoire de descente. Il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte comme la vitesse et la direction du vent ou une chute irrégulière de vitesse. Pour atterrir, les pilotes doivent obtenir l'autorisation de la tour de contrôle. Parfois, en raison du trafic, ils ne l'obtiennent pas immédiatement. Ils doivent alors continuer de voler à la même altitude en attendant, s'éloignant ainsi de leur trajectoire de descente initiale qu'ils reprendront une fois l'autorisation obtenue. Le décollage et l'atterrissage sont les phases les plus cruciales et les plus dangereuses d'un vol, car le pilote dispose de peu de temps et d'espace pour réagir en cas de problème. En altitude, même si les deux moteurs cessent de fonctionner, l'avion ne se mettra pas instantanément à chuter, mais il planera un moment pendant environ 1 000 d'altitude tous les 10 000. Le pilote aura donc environ 8 minutes pour trouver un endroit sûr où atterrir. Si un moteur tombe en panne pendant le décollage ou l'atterrissage, les pilotes n'ont que quelques secondes pour décider s'ils continuent de monter en altitude pour régler le problème en vol ou annuler la manœuvre. Même si quelque chose survient, l'annulation du vol n'est pas toujours une option. Quand l'avion atteint les 160 km/h, il est absolument impossible de l'arrêter avant le bout de la piste. Et sortir de la piste n'est pas particulièrement souhaitable. Pour assurer la sécurité de tous, les règles concernant ces étapes sont particulièrement strictes. C'est pourquoi on demande toujours d'activer le mode avion de ton téléphone pour s'assurer que les signaux ne puissent pas interférer avec les systèmes électroniques de l'avion ou bloquer la fréquence radio. Tu as déjà entendu les sortes de grésillements que peut émettre une enceinte parfois quand ton téléphone portable reçoit un appel et qu'il est proche de celle-ci. Ce sont ces interférences que le pilote pourrait entendre au lieu des instructions lorsqu'il communique avec le contrôle du trafic aérien. Même la plus petite interférence peut provoquer de graves confusions.
Seuls certains appareils peuvent causer ce genre de problème, et selon une combinaison de facteurs, le type de téléphone, la distance entre le téléphone et la cabine, et le nombre de dispositifs qui ne sont pas en mode avion. Le personnel de bord ne peut pas localiser la provenance des interférences, ni identifier les passagers n'ayant pas activé ce mode. Mais les pilotes sauront toujours si beaucoup de passagers n'ont pas joué le jeu. Tu dois aussi garder le store de ton hublot ouvert pendant le décollage et l'atterrissage. Tes yeux s'habitueront ainsi à la lumière ou à l'obscurité extérieure, et en cas d'urgence, pendant ces 2 étapes risquées, une fois ajusté à la lumière naturelle, tu pourras réagir et évacuer plus vite. Ce qui est absolument crucial quand chaque seconde compte. C'est pour cette même raison que les lumières sont tamisées dans l'avion, le but étant de maintenir une luminosité similaire entre dehors et dedans. Une autre raison pour justifier l'importance de garder les stores des hublots ouverts, les personnes se trouvant hors de l'appareil pourront ainsi plus facilement voir ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, ils peuvent se rendre compte de la présence d'un feu et sa localisation, et ainsi mieux planifier l'évacuation. Il faut aussi replier ta tablette et redresser ton siège pour qu'en cas d'urgence, il n'y ait aucun obstacle. Tout le monde doit pouvoir quitter l'avion aussi vite que possible. Les passagers ne sont pas autorisés à utiliser les toilettes pendant le décollage et l'atterrissage, parce qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité à l'intérieur, pas d'issue de secours et que ce n'est globalement pas un endroit sûr. Une personne peut y rester piégée pendant une évacuation. Le pilote n'est même pas autorisé à décoller ou à atterrir si quelqu'un est dans les toilettes. On dirait qu'on est prêt pour l'atterrissage? Bienvenue à New York! L'avion se met à trembler et s'élance rapidement sur la piste. Tu regardes par le hublot et ton cœur palpite. C'est le départ en vacances. Ça y est. Ce n'est qu'une fois au-dessus des nuages, à 10 000 mètres d'altitude, que tu te lèves pour t'étirer. Tu regardes dans l'allée et vois la porte du cockpit ouverte. Et là, horreur. Il est complètement vide. Soit le pilote dort quelque part, soit il est parti faire une balade, soit il n'y a plus personne aux commandes de cet appareil. Tu demandes à l'hôtesse de te dire la vérité. Cet avion est entièrement automatisé et il n'y a rien que tu puisses faire. Les avions autoguidés ne relèvent plus de la science-fiction. Ils sont déjà là. De nombreuses entreprises affirment que voir des vols commerciaux sans pilote n'est plus qu'une question de temps. Il reste surtout à convaincre le grand public qu'ils sont sûrs. Certaines personnes ne réalisent pas qu'une fois le signal de bouclage de ceinture éteint, un avion de ligne vole déjà de façon autonome. Le pilote automatique peut monter, descendre et virer de bord tout seul. Nous avons tous déjà voyagé avec un système automatisé, mais sans savoir à quel point il l'était. Un avion de ligne peut déjà se poser tout seul, même si cette manœuvre est encore délicate. Actuellement, 2 pilotes sont encore nécessaires. Mais de nombreuses entreprises, comme Merlin Air, ont testé de petits bimoteurs automatisés dans le désert du Morave. Airbus a effectué son premier décollage entièrement automatisé en décembre 2019, même s'il y avait 2 pilotes présents juste au cas où. Certaines entreprises développent du matériel et des logiciels pour équiper les avions plus anciens. L'objectif est de reproduire tout ce que peut faire un pilote via un ensemble de systèmes informatiques. Mais la dernière barrière reste avant tout humaine. C'est le manque de confiance. Le terme désignant la peur de l'avion est l'aviophobie. Elle touche près de 40% des voyageurs. Ces personnes prennent quand même l'avion, mais sans le moindre plaisir. Entre 2,5 et 5% de la population est tellement anxieuse qu'elle ne prendra jamais l'avion. Pourtant, les statistiques révèlent que l'avion est l'un des moyens de transport les plus sûrs, car près de 95% des décès liés au transport se produisent sur les routes. Si tu devais parcourir 1000 km en avion chaque jour pendant 1 an, le risque de décès ne serait encore que de 1 sur 85 000. En d'autres termes, le risque d'accident fatal n'est que de 1 sur 11 millions. Les chances d'être frappé par la foudre sont bien plus élevées. Les compagnies aériennes auraient tout intérêt à proposer des exercices de relaxation pour que leurs clients se sentent plus à l'aise. Il est surprenant qu'elles n'aient pas déjà mis en place divers programmes pour que les voyageurs soient plus détendus. Après tout, la majorité des catastrophes aériennes sont dues à des erreurs humaines. L'automatisation peut donc être une option plus sûre. Il y a bien aussi l'argument selon lequel il faut des humains pour créer des systèmes automatisés. En tout cas, les avions autonomes seront bientôt parmi nous. La population grandit, les villes s'étendent et les besoins de déplacement plus rapides et plus efficaces se font ressentir. Beaucoup de gens dépendront des taxis volants pour contourner les embouteillages. Ils existent déjà. Ils peuvent non seulement couvrir de courtes distances, mais aussi plusieurs milliers de kilomètres,
et couvrir la même distance qu'une voiture en un quart du temps. Ils ressemblent à des hélicoptères dans le sens où ils peuvent décoller et atterrir verticalement, VTOL, ce qui leur permet d'aller presque n'importe où. Ils seront également construits avec des mécanismes plus silencieux pour réduire la pollution sonore. C'est mieux qu'un train qui passe devant la fenêtre de ta chambre. Ils utiliseront également des systèmes de propulsion électrique permettant de limiter les émissions. Fini les embouteillages et les bouffées de fumée. La différence avec les taxis aériens, c'est qu'il n'y a pas de pilote et que la destination est fixée dès le départ. Le défi pour les concepteurs est de savoir comment opérer dans des environnements comportant de nombreuses structures, comme des bâtiments ou des ponts, et comment naviguer parmi des obstacles mobiles tels que d'autres avions et oiseaux. Affronter les différentes conditions météorologiques complique aussi la tâche. Orages, tempêtes de sable, neige et tornades peuvent poser de gros problèmes. Ce n'est pas comme demander à un chauffeur de taxi de changer d'itinéraire. Ou peut-être pourrons-nous demander verbalement au système de changer la trajectoire prévue ? La situation est la même pour les avions, notamment en ce qui concerne les conditions météo et les zones de turbulence. Il y a encore beaucoup à faire. Les taxis aériens ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de personnes, bien qu'il soit prévu que les vols courts puissent transporter jusqu'à 14 passagers. La confiance en ces véhicules est telle que Skyports, une start-up de Melbourne en Australie, veut commencer à exploiter les vols en taxis aériens à échelle nationale d'ici 2025. D'autres grandes entreprises sont également en course, comme Boeing, Airbus et Toyota. Les plus gros avions étant déjà capables de voler sans pilote, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas déjà fait de taxi. Les gens finiront sûrement par s'y habituer. Mais il reste quelques obstacles, surtout au niveau des réglementations. Les lois traînent encore un peu, mais le marché des taxis aériens pourrait représenter une industrie de plusieurs billions de dollars d'ici 20 ans. Tous les experts ne sont pas encore d'accord sur la fiabilité de cette technologie. Certains pilotes affirment que les systèmes automatiques peuvent mal fonctionner et que quelqu'un doit être là pour prendre le relais. Ils parlent aussi des événements météo qui ne peuvent pas être prédits et qui nécessitent une intervention humaine rapide. On peut aussi penser que les pilotes tiennent de tels propos parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Mais ça se comprend, non ? Ils n'ont d'ailleurs pas tort. Le Boeing 737 MAX, par exemple, est resté cloué au sol en 2019 après 2 crashs bien connus, l'un en Indonésie et l'autre en Éthiopie. La raison était due à des failles dans le programme de stabilisation de vol. De telles catastrophes ne font que renforcer les craintes. Alors que certains pilotes affirment à juste titre qu'ils ont dû intervenir quand le pilotage automatique ne fonctionnait pas correctement, d'autres crashs ont eu lieu car les pilotes ne faisaient pas confiance au système et ignoraient les avertissements. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte. Des études ont démontré que sans pilote, les compagnies aériennes économiseraient près de 35 milliards de dollars par an. Ça motive. Quoi qu'il en soit, le secteur évolue et les développements se multiplient chaque année avec des capteurs ultra sophistiqués, des caméras améliorées et des systèmes d'auto-évaluation. Mais malgré cela, des questions fondamentales restent encore sans réponse. Que ferait le pilote automatique en cas d'urgence ? Pourrait-il chercher tout seul un endroit où se poser en toute sécurité ? Pourrait-il lancer un appel de détresse ? Et comment communiquerait-il avec le contrôle du trafic aérien ? C'est ce genre d'incertitude qui rend les gens craintifs. Il suffit de regarder les drones pour voir ce qui est déjà possible. Qu'ils soient commandés à partir d'un smartphone ou depuis un navire, ils sont de plus en plus répandus et accomplissent diverses tâches. Ils filment les baleines, livrent des colis ou collectent des renseignements à distance. Ils cartographient des terrains inaccessibles et utilisent des capteurs thermiques pour les opérations de recherche et de sauvetage. Ils peuvent même apporter du matériel en cas de catastrophe. Ils sauvent littéralement des vies. Leur utilisation a triplé de 2019 à 2021 et elle en fera autant d'ici fin 2022. C'est une énorme tendance. Si les drones étaient humains, ce seraient des superstars. Et pourtant, il n'y a rien de vraiment nouveau. Il y a plus d'un siècle, les Britanniques ont développé des véhicules aériens sans pilote, les UAV. Ils ont réussi à faire voler un monoplan radiocommandé le 21 mars 1917. D'autres prototypes ont ensuite été développés et dans les années 40, des milliers de drones sans pilote, alors appelés radioplanes QQ2, ont été construits. De nombreuses variantes ont depuis vu le jour. Les amateurs de modélisme utilisent des avions miniatures radiocommandés depuis des décennies. Les drones continuent de gagner en popularité en raison de leur facilité de contrôle et de leur performance. Et les avancées technologiques se poursuivent à une vitesse fulgurante.
Pourtant, les limites de leur potentiel n'ont pas encore été atteintes. Si les drones peuvent faire des choses aussi extraordinaires, imagine ce que des avions sans pilote pourraient accomplir. Il n'y a aucune limite. Alors que beaucoup ont encore peur de voler, la plupart des gens le font déjà depuis plus d'un siècle. La technologie est là. Ce qui compte, c'est de savoir quand le public sera prêt et de faire le grand saut. Lorsqu'il fait trop froid dehors, les avions sont souvent retardés ou, dans des cas extrêmes, carrément annulés. Tout d'abord, s'il neige abondamment, cela réduit considérablement la visibilité, ce qui rend le roulage et le décollage dangereux. Pendant un blizzard, le contrôle aérien peut ordonner à l'avion de rester au sol et d'attendre que la tempête se calme. La glace sur la piste est un autre problème. Le train d'atterrissage d'un avion n'a rien à voir avec les roues d'une voiture et il ne peut pas être équipé de crampons pour éviter qu'il ne dérape. Et même si c'était possible, un avion doit développer une vitesse au sol bien plus élevée qu'une voiture pour décoller avec succès. Si la piste est verglacée, l'avion peut facilement glisser. Cela s'est d'ailleurs déjà produit dans l'histoire. En janvier 2014, l'aéroport JFK de New York a été fermé après qu'un avion a dérapé de la piste et s'est retrouvé dans la neige. Heureusement, personne n'a été blessé, mais le personnel de l'aéroport a dû extraire l'avion de la neige et même la police s'est jointe aux efforts. Même histoire pour l'atterrissage, qui est encore plus délicat dans des conditions de gel, car un avion se trouve dans un environnement beaucoup moins contrôlé et voyage à des vitesses encore plus grandes. De plus, alors qu'un avion sur le point de décoller et qui dérape finira probablement par s'immobiliser dans une zone ouverte, celui qui est sur le point d'atterrir pourrait finir par s'écraser sur les infrastructures de l'aéroport. Inutile de dire que c'est beaucoup plus dangereux pour tout le monde. Des conditions météo froides peuvent aussi provoquer la formation de givre et de plaques de glace sur l'avion lui-même. Les avions sont soigneusement conçus et toute altération de leur structure peut causer d'énormes problèmes. Comme le disent les pilotes expérimentés, même une fine croûte de glace sur les ailes d'un avion peut perturber leur conception délicate et détruire la portance. Les avions peuvent cependant être dégivrés. Le personnel de l'aéroport les asperge généralement d'une solution spéciale qui empêche la glace de s'accumuler sur la surface de l'engin. Mais revenons à la piste. Si elle est couverte de glace, tu ne peux pas faire grand-chose. À moins que le soleil ne brille, les chances d'enlever la glace de la chaussée en toute sécurité sont presque nulles. Il y a aussi le risque d'endommager la piste, de faire des nids de poules, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité pour le décollage et l'atterrissage. Imagine que tu passes sur un nid de poule en voiture à pleine vitesse. C'est plutôt désagréable. Et maintenant, multiplie ça par 1000, car un avion est beaucoup plus lourd qu'une voiture. Et n'oublie pas que le train d'atterrissage n'est pas aussi maniable qu'une roue. Le kérosène et le système de pompage peuvent aussi geler si la température est trop basse. Le carburant gèle à moins 40 degrés Celsius, mais cela ne peut se produire qu'au vol avant le décollage. À une altitude de croisière, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 57 degrés Celsius. Mais comme le liquide est à l'intérieur de l'avion et qu'il se consume régulièrement, il y fait beaucoup plus chaud. Au sol, cependant, rien n'empêche le carburant de se transformer en glace. Si cela se produit, aucun décollage n'est possible, évidemment. Il en va de même pour le système de pompage. Même si le carburant est encore liquide, la pompe peut se couvrir de glace et cesser tout simplement de délivrer le carburant dans les réservoirs de l'avion. Dans le pire des cas, elle peut même tomber en panne, ce qui entraîne des réparations importantes et des retards prolongés. Enfin, les équipes au sol doivent faire un gros travail avant le décollage ou l'atterrissage, et ces personnes ne peuvent pas supporter le froid glacial trop longtemps. Ce problème est souvent résolu par le tag teaming. Un groupe de travailleurs part sur le terrain pour faire le travail, tandis que l'autre les attend dans un abri. Au bout d'une vingtaine de minutes, le premier groupe revient se réchauffer et le second reprend le travail là où le premier l'a laissé. Bien que cette méthode soit efficace, elle ralentit quand même beaucoup les opérations, ce qui peut aussi causer des retards. Mais malgré tous les problèmes que le temps glacial peut causer, il est en fait plus bénéfique pour un avion que la chaleur extrême. L'air froid est plus dense que l'air chaud, donc les avions gagnent plus de portance et restent plus sûrs dans les airs. Ils sont aussi plus faciles à contrôler en vol. Les molécules d'air sont plus lentes et plus proches les unes des autres, ce qui crée un flux d'air régulier autour des ailes et du cockpit. À haute altitude, l'air devient naturellement plus fin car les molécules d'air se dispersent et se font plus rares. C'est exactement la raison pour laquelle les avions ne peuvent pas atteindre les couches supérieures de l'atmosphère. Il n'y a tout simplement pas assez d'air pour créer une portance suffisante.
La même chose se produit lorsqu'il fait trop chaud au sol. Les molécules d'air deviennent plus rapides et se dispersent, ce qui signifie que les ailes de l'avion n'ont pas autant d'air à pousser pour voler. Pour décoller dans une chaleur extrême, un avion doit se déplacer beaucoup plus rapidement pour générer suffisamment de résistance à l'air et de portance. Mais pour se déplacer plus rapidement, il a besoin que ses moteurs fonctionnent mieux et c'est également impossible lorsqu'il fait trop chaud. Lorsque l'air devient plus fin, la quantité d'oxygène diminue aussi. Et les moteurs à réaction utilisent l'oxygène de l'atmosphère pour la combustion. Lorsqu'ils manquent de cet élément crucial, ils ne peuvent pas convertir suffisamment d'énergie en poussée, ce qui signifie une accélération plus lente et un rendement énergétique globalement moins bon. Le problème est donc que l'avion doit avoir une plus grande distance de piste pour accumuler suffisamment de vitesse et de portance pour décoller. Mais il ne peut pas le faire parce que ses moteurs ne fonctionnent pas au mieux de leur capacité. Cela ne cause généralement pas de problème, mais seulement jusqu'à un certain point. Lorsque la température au niveau du sol atteint environ 49 degrés Celsius, certains vols peuvent être annulés, car il est tout simplement dangereux pour eux d'essayer de décoller. D'autres avions sont plus résistants à la chaleur et plus puissants, mais cela dépend aussi du degré de chaleur. Certains avions doivent même réduire leur poids en retirant une partie de leur carburant, de leur cargaison ou même de leurs passagers lorsqu'il fait trop chaud. Une charge plus légère signifie une meilleure accélération avant le décollage et permet d'éviter les annulations. Mais cela signifie aussi que les avions ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité. L'altitude de croisière moyenne d'un avion est d'environ 35 000 pieds, soit presque 10 700 mètres. Techniquement, ils n'ont pas besoin de voler aussi haut, mais cette altitude donne la meilleure vitesse et la meilleure efficacité. L'air devient plus fin à haute altitude, ce qui signifie moins de résistance au vent, mais moins de portance. Pour la plupart des avions commerciaux, la zone entre 30 000 et 40 000 pieds est la fourchette idéale dans laquelle les deux facteurs s'équilibrent. Tu n'utilises probablement pas un ordinateur portable datant de 1999 et ton ordinateur ne vole pas à une vitesse proche de celle du son. Heureusement, les avions ont une durée de vie beaucoup plus longue que les ordinateurs. Il y a des avions de ligne du début des années 70 qui sont encore en parfait état. Ils ne sont peut-être pas à la pointe en termes de vitesse et d'efficacité énergétique, mais les vieux avions ne sont pas moins sûrs que leurs homologues modernes. Les contrails, ces traînées blanches que les avions laissent souvent derrière eux à haute altitude, sont facilement confondus avec les gaz d'échappement des moteurs, mais la plupart ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée avec les gaz d'échappement. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec que l'on trouve à haute altitude, ce qui donne lieu à de longues et fines lignes de vapeur. L'humidité détermine quand les traînées de condensation se forment et combien de temps elles restent visibles. Tu as déjà remarqué ces chiffres au bout de la piste d'atterrissage ? Ils servent en fait à montrer aux pilotes dans quelle direction l'avion est orienté. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite ou à gauche. Les lumières au bout des ailes d'un avion sont appelées feux de position ou feux de navigation, et elles sont utilisées pendant les périodes de visibilité réduite. Elles permettent de voir les avions dans l'obscurité et peuvent aussi indiquer aux pilotes la direction dans laquelle l'avion se déplace. Le feu rouge marque l'extrémité de l'aile gauche, tandis que le feu vert se trouve à droite. La troisième lumière est blanche et se trouve sur ou près de la queue. Il peut sembler étrange que le personnel navigant se soucie de savoir si les stores des hublots sont relevés ou baissés, mais la raison principale est que les yeux des passagers peuvent s'adapter à la lumière extérieure. La plupart du temps, il s'agit simplement de faire monter et descendre les gens rapidement, mais en cas d'urgence, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que les gens s'arrêtent pour adapter leur vue avant d'évacuer l'avion. Tu prends place dans l'avion et tu regardes autour de toi. C'est un gros avion, spacieux et neuf. Tu lèves les yeux, quelque chose attire ton attention sur ce petit compartiment au-dessus de ton siège, qui contient ton masque à oxygène. En y réfléchissant, tu ne l'as jamais vu que pendant les démonstrations de sécurité en vol. Tu te dis que c'est sans doute mieux comme ça, et tu te détends dans ton siège. Plus tard, pendant le vol, des cris et des secousses puissantes te réveillent. L'une des hôtesses de l'air dit quelque chose d'une voix pressante, mais, encore désorienté après ta sieste, tu n'arrives pas à saisir le sens de l'annonce. Et puis, juste devant ton visage, tu vois un masque à oxygène. Tu places le masque sur ton visage, tu as bien fait attention à la démonstration de sécurité, n'est-ce pas ? Puis tu agrippes les accoudoirs et fermes les yeux en essayant de te calmer, même si cela semble impossible. Mais sais-tu ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ton masque à oxygène ? Eh bien, parlons-en.
Un masque à oxygène se déploie automatiquement en cas de dépressurisation de la cabine. Cela peut arriver pour plusieurs raisons. Par exemple, des problèmes avec le fuselage ou un mauvais fonctionnement des valves qui pompent l'air dans l'avion. Mais la plupart de ces incidents ne mettent pas la vie des passagers en danger. Enfin, si les masques se déploient comme ils sont censés le faire. Le problème de l'air au-dessus de 3000 mètres d'altitude est qu'il contient trop peu d'oxygène pour que les gens puissent le respirer. C'est pourquoi, dès qu'un avion dépasse cette altitude, le système de pressurisation entre en action. Sa tâche principale est de créer les mêmes conditions respirables qu'à une altitude de 1500 à 2500 mètres. Si, pour une raison quelconque, ce système s'avère défaillant, les masques à oxygène tombent. Si cela se produit, il est crucial de mettre ton masque dans les 18 secondes après son déploiement. Si tu hésites, tu ressentiras très vite les effets du faible taux d'oxygène dans ton sang. Tu vas somnoler, et si tu continues à ignorer ton masque à oxygène, tu risques de t'évanouir. Bref, tu as agi rapidement et tu peux maintenant respirer librement. Mais pour combien de temps ? Est-ce vraiment de l'oxygène que tu inhales ? Tout d'abord, tu remarques avec horreur que ton masque ne se gonfle pas. Ne t'inquiète pas, il n'est pas censé se lever et s'abaisser en même temps que ta respiration. Donc, tout fonctionne parfaitement bien, même si tu as l'impression que ce n'est pas le cas. Maintenant, accroche-toi. Voici une nouvelle choc. Il n'y a en fait pas d'oxygène dans le masque. À la place du gaz, il y a plusieurs produits chimiques. Lorsqu'ils se combinent, ils reproduisent l'oxygène respirable. La principale raison de l'utilisation de ces produits chimiques est la sécurité. Ce mélange est beaucoup moins inflammable que les bouteilles d'oxygène. Quoi qu'il en soit, la réaction chimique qui se produit dans un masque à oxygène déployé est la raison pour laquelle tu peux sentir une odeur de brûlé lorsque tu le mets. Ce sont les produits chimiques qui se mélangent et forment la nouvelle substance. En cas de véritable incendie, ton masque ne tombera tout simplement pas. Les produits chimiques à l'intérieur peuvent malheureusement alimenter les flammes. Et n'oublie pas que dans ton masque, il n'y a assez d'oxygène que pour 20 minutes au maximum. Ce temps est généralement suffisant pour que l'avion descende à l'altitude nécessaire. Lorsque les produits chimiques contenus dans le masque sont épuisés, le masque arrête le flux d'air. Mais à ce moment-là, tu es déjà à une altitude où tu peux respirer sans aide supplémentaire. D'ailleurs, les masques à oxygène ne sont pas utilisés très souvent. Sur les compagnies aériennes américaines, il n'y a eu que 2800 cas sur une période de 40 ans. En d'autres termes, l'oxygène supplémentaire n'a été nécessaire que 10 fois pour 1 milliard d'heures de vol. L'altitude de croisière moyenne d'un avion commercial est de 9500 à 11 500 mètres. Pourquoi les avions ne peuvent-ils pas monter plus haut que cela ? Eh bien, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est juste qu'ils ne le font pas. S'ils allaient plus haut, ils iraient au-devant de sérieux problèmes de sécurité. Tout d'abord, si un avion vole très haut, il lui faut beaucoup de temps pour revenir à une altitude sûre. Lors d'une urgence, comme une dépressurisation rapide où chaque seconde compte, cela peut devenir un problème grave. De plus, lorsqu'ils volent à des altitudes supérieures à 11 500 mètres, les avions ne peuvent pas communiquer avec les services au sol aussi bien qu'ils le font en volant plus bas. À des altitudes moindres, les avions peuvent aussi compter partiellement sur le vent. Et s'ils montent trop haut, sans soutien supplémentaire, ils gaspillent trop de carburant pour rester en l'air. Lorsqu'un avion monte trop haut, l'air ne peut pas fournir assez de portance pour que l'appareil continue à voler. La portance est créée par la différence de pression de l'air. Mais à haute altitude, cette différence n'est tout simplement pas suffisante. L'air a beau ne pas sembler bien concret puisqu'il n'est pas palpable, comme le métal ou le plastique, mais c'est pourtant l'une des choses qui maintient les avions en l'air. Mettons qu'un avion se dirige vers l'espace. Il a de grandes ailes astucieusement conçues et des moteurs super puissants. Mais plus il monte, plus l'air se raréfie, jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'air. Et alors, plus rien ne peut soutenir l'avion et l'aider à aller plus loin s'il y a un quasi-vide autour. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de fusées pour aller dans l'espace. Revenons à ton vol. L'avion est maintenant à une altitude sûre et tu n'as plus besoin de ton masque à oxygène. Mais un détail t'intrigue. Pendant toute cette épreuve de force, tu n'as pas entendu les pilotes mentionner une seule fois les détails de l'urgence. C'est parce que les pilotes font toujours très attention à ce qu'ils disent et à la façon dont ils le disent. Ils n'annoncent jamais rien de grave, comme un échec ou un dysfonctionnement. Ils minimisent tout problème en remplaçant visibilité nulle par léger brouillard. Quelque chose est cassé par problème technique, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la scénarisation positive. « Hé, on dirait qu'on vient de larguer nos 2 ailes. Bah, ça devrait nous soulager un peu de lest. »
Le personnel de cabine est aussi censé suivre cette règle. Mais les passagers perçoivent les annonces des pilotes comme plus importantes et y prêtent statistiquement attention 100% du temps. Quoi qu'il en soit, s'il y a un problème vraiment grave auquel tu dois te préparer, tu seras certainement informé. Maintenant, imagine ceci. Tu entres dans la cabine d'un avion spacieux. Et dès que tu trouves ton siège, tu réalises que pendant les prochaines heures, tu vas être coincé sur le siège du milieu entre deux autres passagers. Mais oh, regarde! Il y a une rangée de sièges parfaitement vide à l'extrémité de l'avion. Il est temps de changer de place. Pas si vite. Tu dois garder à l'esprit qu'en faisant cela, tu pourrais mettre en danger la sécurité de tout l'avion. Vraiment? Tout d'abord, il est peu probable que tu sois la seule personne à vouloir changer de siège. Or, si plusieurs passagers le font, il pourrait perturber l'équilibre de l'avion. Et comme la plupart des avions sont extrêmement sensibles à toute modification de leur centre de gravité, cela peut avoir des conséquences pour le moins désagréables. Encore de la scénarisation positive. Les pilotes doivent connaître la répartition du poids dans l'avion pendant le décollage pour effectuer des calculs cruciaux. Si ces calculs sont erronés, il y a des chances que l'avion s'écrase dès qu'il essaiera de quitter le sol. Mais même si le pire ne se produit pas, les pilotes peuvent toujours avoir de sérieux problèmes pour contrôler l'avion. Par exemple, un pilote a failli ne pas réussir à faire virer son avion, alors que seulement 4 passagers avaient quitté leur siège assigné et s'étaient déplacés vers l'avant de la cabine. La situation était critique, car la piste était inhabituellement courte. Et si quelque chose avait mal tourné, l'avion n'aurait pas pu s'arrêter. L'équilibre de l'avion peut aussi être perturbé si le personnel de l'aéroport charge les bagages de façon incorrecte, par exemple dans le compartiment arrière au lieu du compartiment avant. Dans ce cas, l'appareil peut se cabrer trop vite et le pilote aura du mal à ne pas perdre de vitesse. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas du tout changer de siège dans l'avion, mais avant de le faire, demande à un membre du personnel de cabine si tu peux le faire en toute sécurité. Encore tout tremblant après la frayeur que tu viens d'avoir, tu essayes de te distraire. Heureusement, tu as un siège côté hublot et tu peux regarder les nuages et... Attends, tu remarques soudain que les ailes de l'avion se courbent. Elles semblent osciller tellement fort que tu as peur qu'elles ne se détachent. Ne t'inquiète pas, les ailes sont conçues pour fléchir de cette façon. Si elles étaient rigides, elles se casseraient dès que la plus légère turbulence toucherait l'avion. Au fait, les pilotes recommandent aux passagers nerveux qui ont peur des turbulences de choisir des sièges au milieu de la cabine. Les turbulences affectent surtout les parties avant et arrière. La partie centrale, au-dessus des ailes, ne tremble pas tant que ça. Tu te sentiras peut-être un peu plus détendu en sachant que les avions peuvent fonctionner en toute sécurité avec un seul moteur, même pendant le décollage et l'atterrissage. Et que 2 moteurs qui tombent en panne en même temps, c'est presque du jamais vu. Même si une telle défaillance se produit, ton avion ne tombera pas du ciel comme une pierre. Si les 2 moteurs cessent de fonctionner à haute altitude, les pilotes ont encore au moins 20 minutes pour trouver un endroit où atterrir. Un avion peut atterrir même si son train d'atterrissage est cassé. Cela peut sembler effrayant, mais si le train est coincé, les pilotes n'ont qu'à faire glisser le ventre de l'avion sur la piste. Si tout est fait correctement, de tels atterrissages sont plus ou moins sûrs. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le point d'atterrir à destination, enfin, plus ou moins. Tu peux facilement décoller les post-it car leur adhésif plastique n'est pas uniforme. Il est réparti en minuscules gouttes sur la partie collante du papier. Lorsque tu colles un post-it sur un tableau d'affichage, toutes les gouttes, qui sont techniquement appelées microcapsules, n'ont pas besoin de toucher la surface pour que le papier reste collé. Tu peux donc facilement le décoller. Et puis, quand tu voudras le recoller à autre chose, les gouttes de colle non utilisées prendront le relais. Finalement, tu finiras par utiliser toutes les capsules de colle, ou bien elles seront simplement recouvertes de saleté et le post-it ne collera plus. Si mâcher du chewing-gum est si satisfaisant, c'est parce qu'il est fait de caoutchouc. Les chewing-gums d'avant avaient une texture élastique à cause d'un élément appelé chicle, un type de latex naturel. Aujourd'hui, tu peux mâcher ton chewing-gum plus facilement car il est fait de caoutchouc synthétique. Certains caoutchoucs sont aussi utilisés pour les pneus de voiture, tandis que d'autres sont utilisés pour la colle Elmer parce qu'ils imitent l'effet du chicle. Les immeubles de bureaux sont un peu plus hauts pendant la nuit. Lorsque les employés ont fini de travailler et qu'ils rentrent tous chez eux, les grands immeubles de bureaux grandissent légèrement. Par exemple, un gratte-ciel de 400 mètres de haut rétrécit d'environ 0,8 mm pendant la journée, sous le poids des 50 000 personnes à l'intérieur. Tu pourrais chauffer confortablement ta maison avec seulement 70 personnes à l'intérieur.
Si tu as déjà été coincé dans une petite pièce bondée, tu sais que les gens dégagent de la chaleur corporelle. Il te faudrait environ 70 personnes en mouvement pour réchauffer ta maison en hiver en utilisant uniquement leur chaleur corporelle. Ou peut-être 140 personnes immobiles, si l'on considère que ta maison est équipée de 4 radiateurs électriques à accumulation et que les humains dégagent environ 100 à 200 watts de chaleur dans des conditions normales. Pourquoi le verre se casse-t-il si facilement? C'est parce que ses atomes ne sont pas très bien disposés. Contrairement à d'autres matériaux solides comme le métal, le verre est composé d'atomes amorphes, ce qui signifie sans structure, peu serrés et disposés de façon aléatoire. Ces atomes ne peuvent pas se réarranger aussi rapidement pour conserver une structure solide, de sorte que le verre se brise et des fragments éclatent partout. Sais-tu pourquoi les hublots des avions sont la plupart du temps au-dessous du niveau des yeux? Les avions seraient bien moins chers, plus solides et plus faciles à construire sans hublots. Mais ils sont là parce que beaucoup de gens aiment la vue. D'autant qu'il y a environ 100 ans, les vols se faisaient souvent à basse altitude. De plus, si certains passagers se sentent mal, regarder par la fenêtre peut les aider à retrouver leur sens de l'équilibre, car leurs yeux leur signaleront ce qui se passe autour d'eux. Les hublots positionnés plus bas aident aussi à répartir plus uniformément la charge autour d'eux. Le plancher de la cabine, où les passagers se tiennent, n'est pas tout à fait au fond de l'avion. C'est pourquoi les hublots semblent bas par rapport au volume global de la cabine et au niveau des yeux des passagers assis. L'eau semble plus froide que l'air à la même température car elle est plus dense. C'est aussi pour cette raison que ton corps perd de la chaleur 25 fois plus vite lorsqu'il est entouré d'eau que s'il est entouré d'air à la même température. Comme elle est très dense, l'eau a une capacité thermique élevée. Cela signifie qu'il faut beaucoup de chaleur pour augmenter ne serait-ce qu'un peu sa température. L'eau retient bien à la fois la chaleur et le froid. C'est pourquoi l'océan est beaucoup plus froid que la Terre et en même temps, ta soupe chaude reste chaude pendant longtemps. L'eau est aussi un assez bon conducteur, ce qui signifie qu'elle transfère efficacement la chaleur ou le froid au corps humain. T'es-tu déjà demandé pourquoi l'eau nettoie si bien? C'est à cause de ses molécules asymétriques. Elles sont composées de 2 atomes d'hydrogène collés à un seul atome d'oxygène, ce qui signifie qu'elles sont triangulaires. C'est pourquoi elles ont une charge légèrement différente sur leurs différents côtés, comme un aimant. L'extrémité oxygène de la molécule est légèrement négative, tandis que l'extrémité hydrogène est légèrement positive. Grâce à cette caractéristique, l'eau est très efficace pour se coller à d'autres molécules. Ainsi, lorsque tu veux laver la saleté, les molécules d'eau vont se coller à elle et l'éloigner de la surface sur laquelle elle se trouve, et ce, quelle qu'elle soit. C'est aussi pour cela que l'eau a une tension superficielle. Elle est aussi capable de se coller à elle-même. Les chats domestiques partagent certaines similitudes avec les grands chats sauvages, mais l'une des choses qui les distingue est leur vocalisation. La majorité des grands félins, comme les tigres et les lions, rugissent bruyamment pour que tout le monde sache qu'ils défendent leur territoire. Mais avec les chats domestiques, la plupart du temps, tu n'entendras que des ronronnements et des miaulements. Cela est dû à la physiologie de leur gorge et de leur boîte vocale qui aide à créer ces vocalisations félines. Ainsi, un félin peut soit rugir, soit ronronner, mais aucun chat ne peut faire les deux. Les lynx, les cougars, les chats domestiques et les guépards ronronnent. Le ronronnement est spécifique car un chat le crée lorsqu'il inspire et lorsqu'il expire. Le rugissement a évolué dans une lignée particulière de grands félins qui comprend les tigres, les lions, les jaguars et les léopards, sauf le léopard des neiges qui a perdu cette capacité. Ils sont capables de rugir grâce aux os flexibles de leur gorge. Les mammifères ont leur boîte vocale dans la gorge, où l'air, passant par cette structure, produit des sons. Les cordes vocales et les os hyoïdes sont les 2 principales parties du larynx qui créent différentes vocalisations chez les chats. Tu préfères probablement la fonction pulse de ton mixeur. Ça fonctionne tout simplement mieux, et ce, grâce aux turbulences. Lorsqu'un mixeur arrête de hacher les aliments et commence à les faire tourner en rond uniquement, tout ce que tu mets dedans tourne à la même vitesse. Il ne s'agit pas vraiment de mélanger les ingrédients ensemble, mais de ce qu'on appelle un flux laminaire. Cela signifie que toutes les couches de liquide se déplacent continuellement dans la même direction. Lorsque tu utilises la fonction pulse, ton mixeur ajoute des turbulences. Ainsi, les morceaux de fruits ne se contentent pas de rouler sur le côté du mixeur, ils tombent au centre et il est alors plus facile de les mixer. Tu aimes ouvrir ta fenêtre pendant une chaude journée de printemps ou d'été? C'est tellement agréable d'entendre les oiseaux chanter. Mais même si tu reviens 1 heure plus tard, tu les entendras probablement encore chanter la même chanson. Ce sont des travailleurs acharnés, et les mâles sont très probablement en train de garder leur territoire et d'essayer d'attirer une femelle.
Les humains marquent leur territoire avec des clôtures, tandis que les animaux ont leur propre tactique. Certains aiment laisser leur odeur partout, mais les oiseaux utilisent un chant pour envoyer un message indiquant en particulier aux autres mâles de la zone que tel espace leur appartient. Ils vont donc continuer à chanter la même chanson encore et encore. Pendant l'hiver, ils chanteront moins de notes, voire une seule note. En plus de marquer leur territoire, ils essaient aussi de savoir s'il y a de la nourriture à proximité. Pourquoi les chats aiment-ils tant les petits espaces? Tout d'abord, ce sont des animaux solitaires. C'est pourquoi ils cherchent toujours une cachette sûre pour faire une bonne sieste. Et si tu vois un chat recroquevillé dans une petite boîte, il essaie probablement de trouver un endroit agréable et chaud pour dormir et éviter le sol froid. Les chats préfèrent une température ambiante d'environ 14 degrés Celsius, un peu plus fraîche que ce qui est confortable pour nous. Et s'il n'y a pas de rayon de soleil pour se coucher, ils chercheront d'autres solutions, comme une boîte à chaussures douillettes. D'ailleurs, les chats sont plutôt paresseux. Ils peuvent dormir jusqu'à 18 heures par jour, même si la plupart dorment en moyenne entre 10 et 13 heures par jour. La majorité des chats sont plus actifs à l'aube et au crépuscule. Même si beaucoup pensent que ce sont des animaux nocturnes, ils appartiennent en fait à une catégorie spécifique appelée crépusculaire, à l'instar d'autres créatures comme les hamsters, les furets et les chiens errants. Au cours de millions d'années, les chats ont évolué et sont devenus des prédateurs à faible luminosité. Leur vue est adaptée pour les activités du crépuscule. Et comme c'est le moment où ils sont le plus actifs, ils économisent leur énergie pour le crépuscule et l'aube. Avant d'être domestiqués, les chats devaient dépenser de grandes quantités d'énergie à ces moments-là pour débusquer, poursuivre et attraper leur proie. Les chats domestiques n'ont plus besoin de chasser avant chaque repas, mais leur instinct naturel les incite toujours à conserver leur énergie pour la période crépusculaire. Pourquoi les trèfles à 4 feuilles sont-ils si rares? Comme pour les animaux, les gènes des plantes sont situés sur ces petits paquets d'ADN dans le noyau de chaque cellule, qu'on appelle chromosomes. Nos chromosomes se présentent par paires assorties, mais les trèfles en ont 4 copies de chaque chromosome par cellule. Il y a un gène responsable des trèfles à 4 feuilles, et il est récessif. Cela signifie que cette plante ne créera 4 feuilles que si elle possède le gène à 4 feuilles sur les 4 chromosomes. Or, c'est plutôt rare. De plus, certaines conditions environnementales, comme l'activité du sol, ainsi que la température, peuvent aussi avoir une incidence sur l'apparition des 4 feuilles. Fait intéressant, cette anomalie a tendance à se produire en grappes, donc si tu en trouves un, regarde autour de toi, il pourrait y en avoir d'autres. Pourquoi les chats aiment-ils lécher les humains? Il y a plusieurs raisons potentielles à cela. Premièrement, ils recueillent des informations biochimiques sur ta peau. Ils peuvent aussi te marquer comme l'une de leurs possessions. Admets-le, cela ressemble totalement à un comportement de chat. Et il se pourrait aussi qu'ils te fassent simplement savoir qu'ils te font confiance. Ou au moins, te montrer qu'ils ne te considèrent pas comme une menace ou un rival potentiel. Pourquoi les bananes deviennent-elles plus sucrées en mûrissant? Les fruits ne dispersent pas leurs graines au hasard, ils le font lorsque les animaux les mangent. À un certain stade, ils augmentent soudainement leur teneur en sucre, ce qui incite les animaux à les manger à ce moment-là. Plus précisément, lorsque leurs graines sont mûres. Les graines mûres ont développé des revêtements spéciaux qui les protègent lorsqu'elles passent dans le système digestif des animaux. Pourquoi notre peau est-elle fripée après avoir passé du temps dans l'eau? Après 5 à 10 minutes dans la baignoire, tu remarqueras que de petites rides se forment sur tes pieds et tes mains. Les scientifiques supposent que cela pourrait être la façon dont notre corps obtient une meilleure adhérence lorsqu'il est immergé dans un environnement glissant. Nos doigts ridés améliorent notre prise sur les objets immergés ou mouillés. De plus, ils canalisent l'eau de façon similaire aux bandes de roulement pour la pluie sur les pneus de voiture. Lorsque tu manges quelque chose de très acide, tu ne le sens pas seulement sur ta langue, parfois tout ton visage semble se contracter pour que tout le monde autour puisse voir que tu passes un mauvais moment. La saveur aigre qui provoque cette réaction est le résultat des ions d'hydrogène que les acides libèrent lorsqu'ils se mélangent à la salive. Au moment où ta bouche détecte ce signe d'un acide, elle t'envoie un message de manière assez spectaculaire pour que tu ne puisses pas l'ignorer. C'est une réponse évolutive qui avait du sens dans les temps anciens, car beaucoup de plantes que nos ancêtres trouvaient dans la nature et qu'ils voulaient ensuite consommer étaient toxiques, surtout les plantes au goût acide. Donc encore aujourd'hui, tes récepteurs gustatifs te mettent en alerte et ton visage se tord de façon incontrôlable lorsque tu goûtes quelque chose comme ça. Une couleur plus claire sur un avion est en fait plus lourde qu'une peinture plus sombre.
La couleur blanche nécessite un contenu solide plus élevé que le noir pour obtenir la saturation nécessaire. Or, plus la teneur en solide est élevée, plus la peinture sera lourde. C'est pourquoi la peinture blanche est l'une des plus lourdes. Mais les avions blancs sont plus efficaces que les noirs, bien que cela dépende aussi de la façon dont on définit efficace. La peinture blanche reflète en effet davantage la lumière du soleil que la peinture noire. Les différentes couleurs absorbent différentes longueurs d'onde de la lumière et les objets blancs se réchauffent plus lentement que les objets plus sombres. Cela permet donc à l'avion de ne pas surchauffer. Si ton thé chaud a un goût bizarre quand tu le bois dans une tasse en plastique, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu pourrais imaginer que le thé dissout une partie du plastique, mais ce n'est probablement pas le cas. Le goût que tu perçois n'est pas seulement le résultat de tes papilles gustatives, tous tes sens y contribuent. C'est pourquoi la mousse à la fraise a un goût plus sucré sur une assiette blanche que sur une assiette noire. Et c'est la raison pour laquelle tu as l'impression que les chips sont plus croustillantes lorsque tu entends ces sons spécifiques de haute fréquence en les mangeant. De même, le chocolat chaud a un meilleur goût quand tu le bois dans une tasse orange. Nous sommes en quelque sorte conditionnés à boire du thé chaud dans des tasses en céramique. C'est pourquoi le voir dans une tasse en plastique nous fait inconsciemment nous attendre à du thé de distributeur qui n'aura pas bon goût. Les flamants roses se tiennent souvent sur une pâte et une théorie affirme que c'est parce que cela les aide à conserver leur chaleur corporelle. Une preuve en est qu'ils lèvent une pâte plus fréquemment dans l'eau que sur terre. D'autres pensent que c'est ainsi qu'ils économisent de l'énergie et non de la chaleur. Ces oiseaux sont définitivement plus stables sur une patte lorsqu'il s'agit de rester debout pendant de longues périodes. C'est parce qu'ils peuvent verrouiller les tendons et les ligaments de leurs pattes dans une position stable, ce qui signifie que leurs muscles n'ont pas à travailler dur pour rester au même endroit. Et puis ça leur donne un look inimitable. Pourquoi les bruits répétitifs nous agacent-ils autant ? C'est simple, ils attirent constamment notre attention et nous empêchent de nous concentrer sur autre chose. Nous cessons très vite de réagir à certains sons répétitifs comme le tic-tac des horloges. Mais certains sont tout simplement trop énervants, comme un robinet qui goutte. La raison pour laquelle cela nous dérange autant est le manque de contrôle. Si tu sais que tu peux arrêter le bruit quand tu le souhaites, tu ne le trouveras pas aussi pénible. Pourquoi toutes les planètes font-elles des cercles autour du Soleil dans la même direction ? Ce serait génial de revenir 4,6 milliards d'années en arrière. Tu pourrais voir que l'espace n'était pas vide à l'époque, même si notre système solaire n'était pas encore formé. Il y avait un nuage de poussière et de gaz à l'endroit où, aujourd'hui, se trouve notre Soleil et les planètes. Ce nuage était comme une nébuleuse solaire, et il a façonné notre système solaire. De façon simplifiée, une nébuleuse est un énorme nuage de gaz et de poussière qui occupe l'espace entre les étoiles et aide à en former de nouvelles, ainsi que les planètes qui gravitent autour d'elle. Lorsque cette nébuleuse s'est effondrée, son centre est devenu notre Soleil, tandis que le reste de la matière s'est rassemblé et a créé les planètes que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que leurs lunes et le reste des corps rocheux comme les astéroïdes. La matière tournait rapidement et le processus ressemblait un peu à de la pâte à pizza s'aplatissant en un disque de plus en plus grand. Comme le nuage se déplaçait dans une certaine direction au départ, toutes les planètes ont également conservé le même plan orbital. Il faudrait que quelque chose de massif se produise pour modifier l'orbite d'une planète et la forcer à tourner autour du Soleil dans la direction opposée. Pourquoi certaines personnes ont-elles une si belle voix quand elles chantent ? 3 éléments affectent la gamme générale des sons qui sortent de ta bouche. La force de ton diaphragme, la taille de tes plis vocaux et la forme des chambres de tes sinus. Mais rendre le son beau est en grande partie une question de pratique. À un niveau basique, tu entends une note et tu la reproduis avec ta voix. Mais la vraie différence entre être simplement capable de chanter un air et avoir une belle voix est liée aux milliers de petites contractions musculaires qui sont pour la plupart inconscientes. Elles ajustent ton mécanisme musculaire où tu produis ta voix en fonction des émotions que tu ressens en chantant. Comme pour les autres instruments de musique, une plus grande amplitude de doigts peut t'aider à jouer du piano, mais le reste consiste à apprendre ces choses subtiles comme la pression sur les touches et le rythme. Pourquoi les chiens entendent-ils des sons plus aigus que nous ? Les humains entendent des fréquences jusqu'à environ 20 kHz et les chiens jusqu'à 45 kHz. Presque tous les mammifères peuvent entendre des fréquences plus élevées que les autres vertébrés. Les oiseaux entendent jusqu'à 12 kHz et les reptiles, les amphibiens et les poissons jusqu'à 5 kHz. Les mammifères n'ont pas besoin d'entendre des fréquences élevées pour communiquer entre eux, mais pour pouvoir localiser la provenance d'un certain son.
La façon particulière d'entendre qu'utilisent les mammifères, le repérage binaural par différence spectrale, fonctionne de telle sorte que notre cerveau compare la gamme de fréquences d'un son lorsqu'il arrive à chaque oreille. La tête fait de l'ombre à une oreille, de sorte que certaines des fréquences sont absorbées, et notre cerveau absorbe davantage les hautes fréquences que les basses. Et plus la tête est petite, moins elle a d'effet sur les sons de basse fréquence. C'est pourquoi l'animal doit être capable d'entendre des fréquences élevées pour entendre un plus large spectre de sons. Une souris doit entendre jusqu'à 90 kHz, et un éléphant se contente de 10. Les chiens ont une tête plus petite que la nôtre, ils se situent donc dans la catégorie intermédiaire. Pourquoi les océans sont-ils salés ? Chimiquement parlant, le sel est du chlorure de sodium. Et le sel de l'océan n'est pas seulement constitué de ces deux éléments, mais aussi de nombreux autres ions comme le calcium et le magnésium. La plupart d'entre eux commencent comme des roches sur la terre ferme. Certains facteurs, comme le vent et la pluie, érodent ces roches, ce qui signifie qu'elles les usent progressivement. On peut donc dire que la plupart du sel de l'océan provient de roches. Les minéraux de ces roches sont lessivés dans les ruisseaux et les rivières qui transportent les sels dans l'océan. Environ 85% des ions présents dans l'océan sont du sodium et du chlorure, tandis que le magnésium et le sulfate représentent environ 10%. Et une partie du sel qui se retrouve dans l'océan n'y reste pas. Les animaux en consomment une grande partie. Mais grâce à un apport régulier d'eau de ruissellement provenant de la surface, les niveaux de salinité sont à peu près constants. L'océan tire également son sel d'une autre source, les fluides hydrothermaux. Le magma provenant des profondeurs de la croûte terrestre chauffe les évents des profondeurs. Lorsqu'ils sont suffisamment chauds, ils entraînent des réactions chimiques entre l'eau de mer et tous les minéraux des roches autour des évents. C'est pourquoi chaque partie de l'océan est salée, mais le niveau de salinité dépend de l'endroit où tu te trouves dans le monde.